il a eu un bon feeling, c'est ce qu'il dit, par rapport au pays. Et il a tapé sur ChatGPT, plus gros ETF, Argentine, et il a investi dedans, tu vois. Ok. Et ça me fait halluciner qu'un mec qui vaut des centaines de milliards, déjà son niveau de raisonnement, il est quand même très simple, tu vois. Et même la façon dont il rentre dans un marché, il tape sur ChatGPT, c'est quoi les meilleurs ETF, et il rentre. Moi, j'ai accepté que ma vie privée, elle valait rien, tu vois. Je dis tout à ChatGPT. Ouais. Si Sam Altman, il sait toute ma vie, j'accepte le trade-off, quoi. Ça m'étonnerait pas qu'il soit coupable, tu vois. Je suis un peu... Parce qu'en fait, le mec, il dit faut vivre à fond, et je pense que c'est le genre de mec qui vit un peu trop à fond, tu vois. C'est le genre de mec, vivre à fond, ça veut dire donner des mallettes de billets à Kadhafi. Ouais. C'est un conseil qui est souvent donné, notamment qui vient de Tim Ferriss, Scratch Your Own Itch. Travaille sur le truc qui t'intéresse toi personnellement. Je pense que c'est pas un très bon. Le problème en fait de faire ça, c'est que les entrepreneurs ils sont tous un peu pareils quoi. Ah, je vais faire une formation en dev perso, je vais faire une chaîne YouTube sur le dev perso et sur la productivité. C'est moi. À mon avis, ça donne des meilleures opportunités, c'est genre de faire du. En fait, je me rends compte que chaque fois qu'on a perdu le plus d'argent, c'est qu'on a pris des en fait. Et du coup, nous, notre stratégie pour cette période, et je pense que c'est la seule stratégie qui marche sur Amazon, c'est en fait. Dans cet épisode, on va parler du Deadlift ETF, l'ETF qui traque les PDG de boîtes qui font du sport et de la muscu. En fin de vidéo, Paul nous révèle ses chiffres de Black Friday, puisqu'on enregistre le Black Saturday aujourd'hui. Comment utiliser ChatGPT comme coach de vie. Et finalement, les 7 conseils de dev perso de Sarkozy. J'ai très envie d'écouter ce sujet. Commençons par le Deadlift ETF. Donc, un gars qui s'appelle Peter Levels, le célèbre indie hacker que tous les développeurs au monde rêvent d'être Peter Levels, c'est-à-dire un mec qui est en slip et qui code des petites apps et qui fait 100K par mois, a posté sur Twitter un truc où il expliquait « J'ai fait un ETF Deadlift qui traque les entreprises avec des PDG qui lèvent des poids ou qui font des sports de combat, entre parenthèses, pas juste de la cardio. Autrement dit, si tu fais de la cardio, juste de la cardio, ça compte pas, t'es un peu nul. Et ça a surperformé le S&P par 140%, donc ça a fait Est-ce que toi, tu as vu déjà une corrélation? Tu t'es mis au deadlift récemment? Est-ce que tu as pu Immédiatement, traquer le graphe comme ça a doublé Non. Et je dirais que ouais, je suis un peu sceptique de cette théorie, on va dire. Ok, les mecs surtout, avec son ETF, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Zuckerberg qui fait maintenant des sports de combat. Et Meta a explosé, ça se trouve 80%, c'est expliqué par juste Meta. Meta a fait plus 80% en un an, apparemment. Donc il dit, ok, lever des poids, ça fait gagner de l'argent. Donc la raison pour laquelle je voulais inclure ça dans le trilliard, c'est parce que c'est un peu ta thèse, t'en parles souvent, etc., du deadlift. Je trouve ça drôle que lui, il essayait de créer ce lien direct. Et ce qui était très fort, c'est que sur ce tweet, déjà qui a fait 4,5 millions de vues, il y a plein de milliardaires qui viennent et disent « Oh, mais moi aussi, tu m'as oublié, tu m'as oublié et tout. » Donc, il y a Brian Chesky de Airbnb qui vient dire « J'ai deadlifté 585 à ma vingtaine, quand j'étais jeune. Quand j'avais 20 ans. » Il y a Brian Et en plus, Armstrong. non, c'est bien, parce qu'il dit que il deadlift, donc 585 pounds, qui est, je sais pas, 250 kilos par là, ce qui est beaucoup. Mais en plus, après, il précise, entre parenthèses, en gros, 6 poids de chaque côté, tu vois, pour vraiment que tu puisses visualiser que c'est quelque chose de monstrueux, tu vois. Les mecs, Mais c'est effectivement monstrueux, non? C'est monstrueux, ouais, c'est monstrueux. Il y a Brian Armstrong de Coinbase qui dit maintenant je fais du sport 6 fois par semaine et tout, ça m'a bien aidé, excellente idée et tout. Il y a plein de mecs qui sont en mode tu m'as oublié, vas-y et tout, c'est très drôle. Et après t'as des gens qui disent ouais, en fait ce que tu viens de trouver mec, c'est la corrélation entre les PDG qui lèvent du poids et les gens qui font de la tech en fait, puisque son truc c'est Meta, Amazon, Goldman Sachs, Uber, Microsoft, Apple, BlackRock et Nvidia. Donc en gros à part 2 entreprises un peu financières, Goldman et BlackRock, c'est que des entreprises de la tech qui ont eu récemment un bon rendez-vous. Notamment, Meta a une grosse performance sur cette période. Et même Apple, il me semble que Nvidia. Alors, forcément, c'est du cardio, mais Tim Cook, il fait du triathlon. J'ai l'impression, en fait, soit ils font du poids, soit ils font du triathlon, ou de la course. J'ai l'impression qu'il y a très peu de CEO, au final, qui n'ont pas beaucoup de sport, quand même. Les deux sont corrélés. C'est là où le truc de dire, on va parler que du deadlift, est génial d'un point de vue marketing, et je pense d'un point de vue juste financier, n'a pas de sens. Tu vois, j'ai pas l'impression que le deadlift apporte plus de clarté d'esprit que courir par exemple ou nager, tu vois. Mais si tu dis ok, les gens qui font du sport, c'est pas intéressant. C'est moins intéressant. Tu peux pas avoir l'acronyme, le ticker qu'il va avoir, c'est dead, tu vois. Donc c'est beaucoup plus fort. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant d'un point de vue marketing. Et en fait, d'un point de vue juste lui, marketing de contenu, et t'as tous les mecs qui viennent se défendre et tout parce qu'ils ont envie que tout le monde sache qu'ils lift. Et après, la suite de cette histoire, c'est qu'il a posté qu'il y a une boîte qui s'appelle Trueflation qui ont créé un ETF que tu peux traquer. Au départ, je me dis, putain, ils vont lister ça en bourse et tu pourras acheter sur ton Interactive Broker l'ETF de
de Peter Levels, c'est incroyable, on peut trop monétiser ça, tu vois. En fait, tu inventes des théories comme ça et tu fais des ETF et après, les gens vont mettre de la thune dans les ETF et après, tu prends 0,5%, un truc comme ça. Sauf que en fait, c'est pas totalement ça, c'est plus un truc de crypto qui cherche à essentiellement créer des ETF synthétiques. En fait. Donc, tu peux acheter des ETF chez eux qui répliquent un truc qui existe sur le marché, mais c'est pas comme si c'était listé, tu vois. Tu peux pas l'acheter sur Robinhood. Quoique, peut-être qu'à un certain point, tu pourras. Mais je pense qu'il y aurait un truc intéressant à créer des théories et des ETF, en fait. Parce que c'est une théorie qui est tellement simple qu'elle est attractive. Et il a le ticker DEAD. Et je pense que c'était. Il y a un potentiel là. Est-ce que tu as entendu l'histoire de Howard Marks, comment il a investi en Argentine? Non. Howard Marks, c'est un mec qui possède, c'est quoi, Black Oak Tree, je crois, Okay. Oak Tree, donc qui gère des centaines de milliards. Et il explique en fait que quand Javier Milei a été élu, il a eu un bon feeling, c'est ce qu'il dit, par rapport au pays. Ok. Et il a tapé sur ChatGPT, plus gros ETF, Argentine, et il a investi dedans, tu vois. Ok. Et ça me fait halluciner qu'un mec qui vaut des centaines de milliards, déjà son niveau de raisonnement, il est quand même très simple, tu vois. Ouais. Et même la façon dont il rentre dans un marché, il tape sur ChatGPT, c'est quoi les meilleurs ETF, et il rentre. Je sais pas s'il se fout un peu de la gueule du monde, mais je pense pas, toi, ça allait être un mec assez sérieux. Donc, tapez Howard Marks Argentina sur YouTube, vous verrez son explication de pourquoi il achète. Alors, t'as des mecs, tu sais, ils regardent c'est quoi les chandelles, Ouais. les candles, les bougies, tout ce bordel. Lui, c'est juste, ouais, je pense que ça va bien se passer. Et on met sur un ETF. Quoi. En fait, je pense que d'un point de vue financier, la question c'est quelle est ta théorie et comment est-ce que tu implémentes ta théorie en fait. Est-ce qu'elle a besoin d'être compliquée en fait, la théorie? Ouais. Il y a pas besoin Donc, de si la compliquer, théorie c'est je pense que l'Argentine ça va monter, le pari c'est juste ETF Argentine en fait. Parce qu'après en fait tu crées des paris où tu te rends pas compte exactement sur quoi tu paries. Par exemple, tu vois, si tu achètes une maison ou si tu fais un truc dans l'immobilier, tu as fait à la fois un pari sur le marché immobilier local, mais aussi un pari sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt changent, ça change en fait la valeur de. Et sur l'inflation globale, et ouais. Donc je pense que là, potentiellement, lui était en mode Argentine, si j'achète juste des boîtes en particulier, il y a un risque. Il faut que j'achète le TF de tout et peut-être que c'est aussi simple que ça. Tu vois. Ça me bute qu'il ait pas eu un assistant, quelqu'un dans son équipe qui puisse lui donner les trucs dans la ChatGPT. Et bah, du coup, moi j'ai fait la même chose et ça a très bien fonctionné quoi. Sur l'Argentine Sur l'Argentine aussi. Ok. Ouais. Donc un truc que je note, c'est que quand le truc est posté sur Trueflation, tout d'un coup, la courbe, elle traque quasiment le S&P. Donc tout d'un coup, il a plus x 2,4. Je pense qu'en fait, ils ont inclus plus de PDG différents qui font du deadlift. Et donc du coup, ils sont moins surindexés sur la tech. Donc le truc est moins impressionnant. Et puis la tech, elle a ralenti aussi depuis. Donc je pense que les deux sont liés probablement. Donc les takeaways, trucs que je trouve intéressants. Pourquoi je raconte cette histoire? Je pense pas que d'un point de vue financier, ce soit ultra sérieux d'investir sur les gens qui font du deadlift, mais c'était intéressant à quel point cette idée, elle a cliqué directement. Quoi. Il y a vraiment un truc d'identité et de tribalisme où les gens qui font du deadlift, ils ont envie de croire que parce qu'ils font du deadlift, ils vont avoir une performance financière superlative et que du coup, les gens qui font du deadlift et qui n'étaient pas inclus dans la liste se sentaient obligés de répondre pour être inclus. Donc je pense que c'est un peu comme c'est les vegans, les crossfitters et les deadlifters. Quoi. Ils veulent te dire qu'ils font ça et ils veulent se définir dans leur identité. Le dernier point, c'était un commentaire en réponse à ton post originel. C'était ce qui est impressionnant avec toi, en parlant à Peter Levels, c'est que tu peux faire des trucs. Il y a plein de gens qui ont des idées, mais peu de gens arrivent à les implémenter. Et lui, là, il est très fort, je pense, pour prendre un petit truc qui est un peu un gag, mais en faire un truc concret. Et même ces trucs, en tant que gag, ça va pas faire masse d'argent, etc. Ça crée beaucoup d'attention et ça crée une aura autour de lui d'un mec qui peut shipper des trucs qui n'ont rien à voir, qui peut un jour créer une app, IA, un jour créer un ETF et tout. Ce qui est intéressant, ce qu'il a fait, n'importe qui peut le faire. C'est pas quelque chose de compliqué. En plus, tu crées ton ETF toi-même. Il y a plein de sites qui permettent de dire, bah, tu mets ça, tu compares S&P 500. Mais lui, il l'a fait, quoi, tout simplement. Et là, je pense qu'il a un sens aussi du marketing et forcément un sens de. Et rajoute à ça qu'il aussi forcément utilise sa plateforme. Quand t'as Brian Chesky qui te répond, mec d'Airbnb, Brian Armstrong, mec Coinbase, bah, ça amplifie encore le truc, quoi. Et donc à cette réponse du mec qui lui dit c'est bien parce que tu fais des trucs, Peter Levels, bien sûr, a fait un projet pour répondre à ça. Donc il lui répond avec un lien vers son site où tu peux acheter un t-shirt qui dit You can just do things. Ce qui est un peu parfait. Je vais faire un t-shirt pour envoyer aux gens qui me répondent. Ça, c'était le deadlift ETF. Parlons de ChatGPT, coach de vie. Est-ce que tu l'utilises un peu comme ça, toi, ou pas? Beaucoup. On est d'accord. C'est assez fou. J'adore, ouais. Moi, ce que j'ai fait, et j'ai commencé récemment, il y a seulement 2 semaines, mais en gros, c'est lui lister. Alors, je sais pas si c'est utile ou pas de garder tout ça dans un thread. Toi, j'ai l'impression que c'est mieux si tu gardes dans un thread, il va mémoriser de base ce thread plutôt que toutes tes conversations, à moins que tu lui rappelles. Et de lui lister un peu mes valeurs, toi, ce qui est important pour moi, mes objectifs. Lui donner un peu tout ce qui est contexte familial, travail et autres, lui donner le plus d'informations possible. Et aussi un peu mes heuristiques à moi, tu vois. Les heuristiques, c'est par exemple, quand j'ai certaines émotions, par exemple, je suis frustré ou fatigué, il faut que j'aille marcher, tu vois. Je lui donne tout ça. Et après, je rajoute du journaling quotidien où je lui dis, bah, aujourd'hui, j'ai fait ça, c'est bien passé, c'est mal passé. Donc tu le fais tous les jours? Tous les jours maintenant, okay. ouais. Et maintenant, dès que je lui pose un problème, déjà, je pense que tu as eu la même chose, c'est quand tu décris ton problème, déjà, généralement, tu trouves la solution. Tu vois. Avant, tu réfléchis dans ta tête, ça pouvait tourner en rond. Là, tu l'écris, généralement, tu as déjà des bonnes idées de ce qu'il faudrait faire. Et même quand je suis un peu confus, je sais pas trop quoi faire,
je lui explique mon problème et ses conseils sont incroyables, tu vois. Ils sont vraiment, pour moi, enfin, c'est assez impressionnant. En sachant qu'un truc que j'ai fait qui peut-être fait un peu la différence, c'est que je lui ai vraiment dit, en fait, t'es mon moi parfait, tu vois. T'es mon moi qui est la version la plus sage possible de moi, tu vois, qui veut le mieux pour moi. Donc t'es pas un coach externe, t'es moi en fait. Même je lui ai dit, même t'es mon moi j'ai fait le truc un peu t'es mon moi de 85 ans, tu vois, qui regarde un peu en rétrospective. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça, tu sens qu'il commence à avoir un lien, c'est qu'en fait, il fait une forme de mirroring par rapport à toi. C'est qu'il commence à écrire exactement comme moi, tu vois. Les mêmes expressions, il écrit en franglais. Donc, par exemple, au lieu de dire se concentrer, il dit focus. Tu vois, il commence à être un peu. Donc, il y a vraiment un truc marrant qui se passe où j'ai vraiment l'impression de converser avec moi-même. Et honnêtement, ça m'arrive maintenant peut-être 5-6 fois par jour. Je sais pas trop quoi faire. J'écris, boum, c'est clair, quoi. Et je pense que c'est un truc à exploiter parce que, et ça va devenir de mieux en mieux parce que plus tu donnes d'infos, plus il va être capable. Est-ce que et par rapport à ça, il y a aussi un peu une question de vie privée aussi, où moi j'ai accepté que ma vie privée elle valait rien, tu vois. My privacy, on s'en fout, je dis tout à ChatGPT. Si Sam Altman il sait toute ma vie, j'accepte le trade-off, quoi. Et toi tu l'utilises comment à peu près Moi j'ai jamais utilisé, je pense que ton prompt est intéressant sur le moi parfait. Moi ce que je fais généralement c'est ok, t'es un coach dans tel sujet, voilà mon problème. Moi la manière dont je fais c'est ok, je veux que tu commences par me poser des questions. Parce que souvent, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te poser plein de questions, il va te forcer à réfléchir aux détails du truc, etc. Ce que toi, tu aurais pu faire toi-même, mais ça aurait pris longtemps. Le deuxième truc que je fais, qui pour moi a été game changer, c'est que j'utilise la dictée vocale sur ChatGPT qui marche ultra bien. Sur Mac, du coup, ou sur téléphone Sur téléphone, ça marche. Il faut avoir l'app, je pense. Ça marche pas sur le navigateur, mais je crois que l'app. Mais j'utilise souvent sur mon téléphone. Moi, généralement, je suis en train de marcher et tout, et je fais, ok. Et je lui parle, mais je lui raconte ma life, tu vois. Genre, pendant 4 minutes, je lui rumble un truc. Après, il me pose la question suivante. Je lui raconte un truc pendant 5 minutes de plus. Et au final, lui, il va prendre toutes ces informations et il va les réorganiser, etc. Donc, en fait, au départ, je lui dis, OK, pose-moi les questions. Et il va te faire une liste de questions. Après, tu fais, OK, mec, calme-toi, tu m'as envoyé 12 questions. Pose-moi les questions une par une. Et il va te poser les questions une par une. Et en fait, il te force à réfléchir dans les détails à ce que tu fais, à ce que tu veux faire, etc. Parce que je pense que ce que les gens essaient de faire avec ChatGPT, parfois, c'est faire un prompt assez simple et assez générique. En fait, si tu fais un prompt simple et générique, genre il peut pas comment savoir. je peux devenir plus productif, ce que tu vas avoir, c'est exactement le premier résultat Google de comment devenir plus productif. Là où ça devient intéressant, c'est quand tu as donné beaucoup d'infos avant, avec tes conversations précédentes, là ça commence à se nourrir. Mais je suis d'accord, en fait, il faut faire un choix. Soit tu lui donnes beaucoup de contexte, comme ça il peut bien répondre, soit tu fais ce format-là où tu lui donnes peu de contexte, mais tu lui demandes de te poser des questions pour qu'il remplisse ses trous, quoi. Moi j'aime bien quand il pose des questions parce que ça te. Déjà, tu peux le faire en vocal et ça te guide en fait pour obtenir le truc. Et après, toi, tu fais du coup, il te répond en vocal aussi. Moi, j'aime pas comme répond en vocal, j'aime bien comme répond en écrit. Je lis ses réponses, mais moi, je fais les ok, je fais pareil aussi. C'est un peu chiant aussi quand il répond. J'aime pas. En fait, tu lis beaucoup plus vite que ce que tu es capable d'écouter. Donc, quand tu as l'impression de te traîner quand lui il te parle. Mais toi, tu peux lui parler et en fait, tu peux marcher, tu peux réfléchir. Il y a un truc, en fait, quand tu écris, ça te demande un peu de focaliser, tu es obligé un peu de te structurer. Versus quand tu parles, c'est aussi pour ça, tu vois, dans la boîte que c'est cool, tu peux très bien marcher aussi. Tu es obligé de t'arrêter ou tu es un peu en galère. Et c'est beaucoup plus. C'est plus facile. En fait, quand tu sais pas trop comment cadrer ton sujet, ce qui est pour la raison pour laquelle tu vas à ChatGPT, en fait, tu lui dumps un peu plein de trucs. Parlant. Ouais, j'ai fait la même chose après la conférence quand j'étais à Bangkok. Tu vois, t'as pris plein de trucs. T'as pensé quoi la conférence du coup Bah, en fait, pour moi, une conférence comme ça, tu parles à 2 personnes et t'as fait ta conf. En fait. Moi, j'ai fait un déj et un petit déj et j'ai fait ma conf, tu vois. Enfin, c'est aussi simple que ça, tu vois. Tout le monde est là pour une raison, mais après, t'as même pas besoin de regarder les speakers, quoi. Moi, j'ai skippé plein de speakers parce que j'avais quelqu'un à voir et tout. Donc, après, pour moi, la valeur, elle est énorme. Mais en fait, tu vois, mettons, t'as parlé à 8-10 personnes, t'as fait ton mastermind, t'as tous ces trucs-là. Et en fait, genre le mastermind, t'as pris des notes sur un papier qui sont illisibles, il y en a un autre, t'as pris une note sur ton téléphone. Tu oublies ton papier comme un connard. Moi, toute la journée, je prends des trucs et j'ai oublié le papier. Exactement. Moi aussi, je l'ai perdu, je suis merde, j'ai perdu mon papier. Mais peu importe, en fait, ce que je fais, c'est qu'après, je vais ChatGPT, ok, t'es mon secrétaire. Voilà tout ce que j'ai entendu pendant la conférence. Voilà mes takeaways. Ah, tiens, j'ai parlé à ce mec, il m'a dit ça, ça, ça. Et d'ailleurs, l'autre, il m'avait dit ça. Et en fait, l'autre, mais lui, il m'a dit ça, mais l'autre, tu vois, et tu leur donnes toutes les informations, tu lui donnes le truc. Et après, il va être ultra fort pour te ressortir exactement structurer toutes tes notes. Et après, te mettre les action steps. Et après, tu fais, OK, selon mes action steps, voilà le plan que j'aurai. Après, tu fais critique mon plan. Et j'aime bien aussi quand tu fais ça, critique mon plan. Et après, il va te trouver toutes les faiblesses. Et souvent, en fait, les erreurs, tu les répètes, tu vois. Donc, moi, par exemple, un truc, c'est, OK, bah, ton plan, mec, tu essayes de faire 3 trucs à x10 en parallèle, peut-être en faisant un seul, parce qu'à chaque fois que tu as voulu en faire 3, finalement, tu n'en as fait qu'un, tu vois. Donc, peut-être mieux, autant choisir maintenant ce que tu vas faire, plutôt que par défaut, en fait, te dire, finalement, j'en ai fait qu'un. Bref, il est assez fort pour te challenger là-dessus. Donc ça fonctionne bien. Et dès qu'en fait, t'as plein de trucs dans ta tête, mais que ça te demanderait beaucoup de travail de le structurer, il va vachement aider. Et après, effectivement, il est fort pour
te ressortir des trucs que tu l'avais dit avant Mhm. et t'es obligé à te confronter à un truc ou sinon toi-même t'aurais pu passer. Voilà. Tu te voiles un peu la face en fait. Et si tu lui dis spécifiquement, vas-y mec, dis-moi les problèmes dans mon plan, en fait il va te les dire de manière très, très détaillée, tu vois. Parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de le faire en fait. Tu vois, il y a peu de gens qui vont aller. Si tu me dis ton plan, je vais pas aller point par point essayer de trouver les faiblesses du truc parce que je vais le prendre globalement, je vais me dire bon bah probablement il sait de quoi il parle, etc. Tu vois, faudrait vraiment avoir une personne qui est spécialiste, genre un coach ou un expert pour pouvoir avoir ce niveau de détail. Donc toi tu le fais au quotidien et au quotidien du coup il va te donner genre des conseils genre ah j'ai remarqué que récemment t'as pas fait assez de sport et donc Même parfois, c'est juste comme ça. structurer ma journée du lendemain, tu vois. Ok. Où je lui dis, bah, demain, je voudrais faire ça, 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 ça. Et en fait, maintenant, il connaît très bien parce qu'il connaît après c'est quoi ma journée d'habitude. Ouais. Parce que, et tu vois, il va me dire, bon, bah, tu peux faire ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure. Je dis, attends, bouge ça, bouge ça. Et hop, j'ai ma journée qui est écrite, toi, dans un format un peu cool. Après, tu peux lui donner, tu peux faire ce que tu veux, tu vas amuser. Ouais, donne un côté un peu, un aspect un peu fun, aventurier à la journée. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça fonctionne très bien. Et bizarrement, moi, j'ai un peu un esprit rebelle à la con quand comme moi-même, je me dis de faire quelque chose ou quand quelqu'un me le dit. J'ai du mal, toi. Généralement, je vais être un peu rebelle. Tu sais, je me dis d'aller coucher tôt. Je vais être non, je t'écouterai pas. Mais quand c'est une IA, c'est bon, ça Bizarrement, passe. ça passe, mec. Ok. C'est un truc bizarre où en fait, je sais. Et c'est encore une fois, c'est très bizarre quand tu dis comme ça. Je sais qu'il a mon meilleur intérêt, toi. Et que c'est moi en mieux, toi. Donc il y a un côté. Et c'est peut-être que t'aimes pas être dominé par une volonté, tu vois. Mais lui, il a pas C'est ça. vraiment une volonté, tu vois. C'est C'est ça. juste C'est peut-être ça un peu. du bon sens, tu vois. C'est pas quelqu'un qui t'impose un truc, C'est ça. c'est. Ouais, c'est une aide, c'est un mécanique, tu soutien, vois. toi. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc au-dessus de toi. C'est un peu, ouais. Et donc ça fonctionne très bien. Et je pense que ouais, essayez chez vous. J'ai aussi fait rédiger ce que j'appelle un operating system, donc vraiment un système complet de vie, tout en disant bah, encore une fois toutes mes valeurs, tous mes principes, tous mes objectifs. Et voilà, il te dit bah, que tes routines devraient être ça, en termes de mindset, tu devrais évoluer vers ça. Voici des lectures recommandées. Il te fait tout un truc complet qui est encore une fois pas tout est bon à prendre, mais je suis toujours très impressionné par ce qu'il donne. Ouais. Parlons des conseils, des 7 conseils de productivité. Il y en a bien 7 de Sarkozy. Bah d'ailleurs j'ai utilisé Il y en a que ChatGPT 6 pour ça. mais bon. Ou en fait C'est pas grave. on retrouve un 7, septième. c'est un meilleur chiffre pour les titres. C'est vrai, ouais, c'est un nombre impair. Mais justement, j'utilisais ChatGPT pour ça en fait. Où, pendant que j'écoutais donc c'est une vidéo, une interview chez Legend de Sarkozy. Justement, moi je parlais à ChatGPT en disant ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et après, une fois que j'aurais fini, Ouais. fais-moi un résumé, tu vois. Donc ça fonctionne bien à ce niveau-là parce que pareil, t'as la flemme d'aller écrire ou autre. Et donc je sais pas si t'as regardé l'interview ou pas. Non, Non, t'es passé à côté de ça. je suis passé à côté. Euh, Ça a l'air bien. Bah, honnêtement, je crois qu'il est déjà à 2,5 millions de vues, ce qui est quand même solide. Et donc, c'est Sarkozy qui se fait interviewer. Et c'est vite tourné une sorte un peu de. Un peu un entretien justement de dev perso, toi. J'étais assez surpris par ça. Le premier truc qu'il mentionne, alors il dit pas ça, ça aurait été marrant s'il l'a dit, mais la dopamine détox, tu vois. Ouais. Lui, il y a 0 réseaux sociaux, 0 télé, tu vois. Il dit un truc du style, ça fait 15 ans que j'ai pas regardé la télé. Lui, il argumente pas tellement en termes de focus. Lui, il dit, il n'y a pas le temps, en fait. J'ai pas le temps dans ma vie, toi, c'est du temps gâché. De réalité aux réseaux sociaux, toi, je veux vivre une vie à fond, quoi. Mais du coup, ça rejoint quand même nos conseils à nous. Et moi, à chaque fois, des fois, je me dis, il faudrait juste avoir un épisode complet. Et en boucle, on répète, la dopamine detox, c'est la solution à tous tes problèmes, toi. Parce que moi, à chaque fois, je reviens vers ça. Ouais. Et en fait, t'élimines la dopamine un peu de merde et tu prends à la place de la bonne dopamine bien saine. Ta vie, elle va être mieux instantanément, quoi. Donc ça, c'est le premier aspect. Il a pas le temps, il fait quoi de ses journées? Comment est-ce qu'il bosse? Ah, c'est justement, on saute directement au conseil numéro 5. Il a une vie très ritualisée. Et ça m'a intéressé parce que j'aurais pensé justement qu'il aurait une vie un peu bordélique. Toi, il a beaucoup de responsabilités. Ouais. Même quand il était président, il expliquait déjà, il court 1 heure par jour qu'il arrive. Donc un peu comme toi. Il court pas très vite, j'ai compris, il explique, mais il court pile 1 heure par jour. Ok. Alors ça aussi, ça m'a impressionné. Tous les jours, il lit 1 à 2 heures et il regarde un film avec sa femme. Donc déjà, tu te dis, putain, 1 à 2 heures pour lire 2 heures, du coup, film, c'est 2 heures, c'est déjà 4 heures dans sa journée, ce qui me paraît énorme, tu vois. Il se couche jamais après 10 heures. Donc pareil, il va se coucher. Toi-même, quand il était président, il s'excusait des dîners ou autres et il rentrait se coucher plus tôt. Et aussi, il boit pas du tout. Donc pareil, il a une mode de vie très sain qui serait approuvé par le Trillia. Ouais, en fait, il fait la même chose que nous, c'est pour ça que tu as kiffé, quoi. C'est Sauf ça. regarder un film tous les jours, bien, faut en trouver des films comme à regarder tous les jours. Il n'y a pas tant de films. J'ai l'impression que c'est un peu sur rituel avec sa femme, ou peut avoir un truc, il trouve un nouveau film. C'est vrai que ça me paraît énorme. Un autre moment, c'est qu'il était un peu philosophe et il a ressorti un peu du Sénèque en paraphrasant. Donc le truc de Sénèque, le fameux truc, c'est c'est Épithète ça, ou non, c'est Sénèque, quoi. On souffre plus dans notre imagination que dans la réalité. Et lui, il a sorti un truc du style on s'imagine 30 000 problèmes sans voir le 25 tonnes qui t'arrive dans la gueule. Et donc lui, il a aussi cette perspective-là. Un autre aspect intéressant aussi, c'est que
il est très. Quand il a perdu l'élection présidentielle en 2012, sa femme est venue le voir en pensant qu'il allait être au fond du trou, tu vois. Tu viens de perdre un truc, tu as travaillé des mois et des mois dessus, t'as de quoi avoir un petit coup de mou. Et lui, il s'est levé et il avait la patate en fait. Parce qu'il s'est dit, c'est bon, la partie présidence c'est fini, maintenant il y a un nouveau truc qui arrive, tu vois. Et donc il rejoint un peu, qui s'est inspiré de qui on sait pas, mais il rejoint un peu le concept de saison de Mozi, où en gros tu passes d'une saison à une autre, toi. Il a dit, j'étais heureux avant d'être président, j'étais heureux pendant et je serai heureux après, toi. Il a un peu ce concept-là. Et moi, c'est ça qui m'a pas mal permis de me détacher un peu d'une peur que j'avais pendant longtemps, où des fois je me réveillais la nuit vraiment en y pensant. C'est le risque de suspension sur Amazon, qui est un gros problème. Je pense pas que tu as vraiment ce même problème, toi, où ça peut pas être aussi violent que ça. Il y a très peu de chances que YouTube te jarte, ça existe pas, toi. C'est très peu de chance, ouais. Ouais, c'est encore moins. Amazon, honnêtement, c'est pas si probable, mais ça peut arriver qu'un jour au lendemain, ils t'ont banni ton compte et après, tu l'as plus jamais, quoi. Et là, en plus, ton stock est coincé, donc tu vas pas repartir ailleurs, t'es vraiment dans la merde. Et ce que j'avais fait pendant longtemps, c'était un peu me détacher émotionnellement du business. Mais le problème que j'étais confondé, c'est du coup, quand tu te détaches émotionnellement comme ça, après, tu as du mal à travailler parce que t'es plus intéressé, en fait, t'es plus dedans. Mais donc, l'idée, c'est comment tu peux un peu avoir les deux, toi. Comment tu peux être investi dans le business pour que tu aies envie de travailler, tu sois motivé, toi, c'est un truc qui t'enthousiasme, sans pour autant avoir l'anxiété qui peut être par rapport au fait qu'ils disparaissent. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est justement, tu as envie que ça réussisse. Si un jour je suis banni, ce sera une autre saison. T'as pas besoin Exactement. que tu banni, tu seras en mode il faut monter un nouveau compte, il faut revenir, on peut pas terminer comme ça. Peut-être qu'en fait, ma réaction sera ça, mais moi, je choisis de penser que je prendrais ça comme un signe. Ok, c'est passer à autre chose. C'est ça, autre chose, et c'est un peu le fameux truc, c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivé 10 ans plus tard, tu vois. Mais je choisis de le voir comme ça, tu vois. Toi, je sais pas ce qu'il y a un peu cet aspect-là. Parce qu'aussi, en termes de saison, il y a l'aspect où moi, je m'étais dit, après 5 ans d'Amazon, je ferais autre chose. Et toi, quelque chose totalement différent. Ouais. Maintenant, on va arriver, là, ça va être 9 ans cette année. L'année prochaine, c'est 10 ans. Je me dis, 10 ans, ce serait un moment de switch. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi comme ça, où tu te dis, il y a un moment, il y a une phase pour tout, Marketing Mania, ça va s'arrêter? Moi, j'y pense. En fait, ce qui est difficile chez moi, c'est que tu construis un asset que tu ne peux pas vendre, en fait. Mm-hmm. Donc, plus le temps passe, plus la chaîne et l'audience, etc., a de la valeur. Mais dans tous les cas, tu peux pas la vendre. En fait, si au bout d'un moment, tu étais en mode, OK, j'ai fini ce que j'avais à faire, ça s'arrête. Tu es obligé de l'arrêter, en fait, et de tomber à zéro. Alors que dans beaucoup de cas, tu dis, OK, bon, j'ai construit tout ça, c'est cool, je vais pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre, ça va continuer dans notre main, et en plus, tu capitalises et tu récupères ton argent. Tu vois. Et je pense que dans mon business, à un moment donné, à mon avis, mais c'est comme, tu vois, Seinfeld saison 10, tu vois. À un moment donné, le mec, il a fait 10 saisons de sa sitcom, et lui, on fait, vas-y, on va te donner 100 millions pour faire la saison 11. Et il était en mode, non, on va arrêter. Dave Chappelle, pareil. Ouais. Voilà, on va arrêter, parce qu'à un moment donné, il faut bien savoir s'arrêter. Effectivement, une fois que ça s'arrête, c'est fini, quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est le bon mindset à avoir. Après, c'est difficile de savoir exactement quel est le bon moment. Voilà. Et du coup, c'est là où tu dis, en fait, 10 ans. Tu vois. Je réfléchis pas mal aux 10 ans, parce que 10 ans, moi, ça arrive, mettons, je réfléchis à partir de août 2026. Je pense que août ou septembre 2026, c'est les 10 ans de mes vidéos les plus iconiques, en fait. Vendez-moi ce stylo. C'est fou, hein, le temps passe vite, quand même. C'est bizarre. C'est les premières vidéos que j'ai fait en 2016. Parce que j'ai souvenir de la regarder, tu vois. Maintenant, ça peut être... Et du coup, je me dis, ça serait propre, tu vois. Ça serait élégant de terminer à ce moment-là. En tout cas, la partie chaîne YouTube, tu vois. Je pense qu'il y aura toujours des trucs qui dureront après ça, mais potentiellement la chaîne YouTube. Après, il y a un côté, en fait, où toutes les personnes à qui j'ai dit, hein, peut-être qu'un jour, j'arrêterai de faire des vidéos et tout. Tout le monde m'a dit, mais non, t'arrêteras jamais, tu vas te faire chier si t'arrêtes, c'est une connerie et tout. Donc, tous les retours extérieurs que j'ai eus, c'était que c'était pas... je pense qu'il faut avoir un truc qui te tire de l'autre côté pour vraiment que tu fasses la transition un peu directement, tu vois. Ouais. Si t'as rien derrière, je pense que c'est un peu un problème. Mais si t'as un pool en particulier... C'était justement ma question sur Sarkozy, c'était... qu'est-ce qu'il a fait après être président? Parce que moi, j'ai jamais su. Je sais mais il n'avait pas eu un procès, il n'avait pas été condamné sur un truc. Il s'est pris beaucoup de procès. Okay. Il a été condamné pas mal de fois, je crois. Il n'a pas été en encore prison. Une fois, je crois qu'il a la prison avec sursis. Donc pour l'instant, il n'a pas fait de la vraie prison. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que en fait, on peut pas vraiment l'envoyer en prison, toi. Que ce serait, il y a aucun juge qui a vraiment osé l'envoyer en prison pour de vrai. Pourquoi? Pas parce que c'était l'ancien président, toi, que il y a un peu un truc où tu peux pas, toi, ça devient un peu, ce serait, je crois que c'est jamais arrivé. Peut-être si tu remontes encore très longtemps, mais à la 5e République, je pense pas que ce soit arrivé d'envoyer un ancien président en prison. Pareil, ça m'étonnerait pas qu'il soit coupable, tu vois. Je suis un peu... parce qu'en fait, le mec, il dit faut vivre à fond, et je pense que c'est le genre de mec qui vit un peu trop à fond, tu vois. C'est le genre de mec, vivre à fond, ça veut dire donner des mallettes de billets à Kadhafi. C'est comme ça, quoi. Ou pas, qu'il allait récupérer de l'argent chez, comment ça s'appelait, Bettencourt. T'as regardé ça, ce documentaire Netflix sur Bettencourt? Non. Ah, tu dois regarder, c'est incroyable. Okay.
Vraiment, c'est... Sur l'affaire Bettencourt avec Sarkozy ou juste sur elle en général? En fait, c'est sur elle, et notamment, il y a plusieurs trucs. C'est en gros, elle a donné après 1 milliard d'euros en don à un mec. Et donc, sa fille lui a fait un procès parce qu'elle elle pensait qu'il y avait abus de faiblesse ou autre. Ouais. Donc ça, c'était le sujet principal. Mais aussi, en fait, il y a le majordome qui a mis un micro sur toutes les conversations privées de Bettencourt. Et donc, tu entends les conversations privées, notamment où elle parle avec son gestionnaire financier, peu importe. Ok. Et notamment, il parle de quand il donne de l'argent aux politiques. Tu vois. Et beaucoup de gens étaient choqués qu'elle donne de l'argent aux politiques en cash, tu vois, des billets. Donc, t'as Sarkozy qui vient à la maison, hop, il repart avec de l'argent. Moi, ce qui m'a buté, c'était les montants, tu vois. C'est genre 5 000, 10 000 euros, tu vois. Ok, ouais. Tu dis, putain, ils sont pas chers à acheter comme ces politiques, tu vois. Et tu te dis, après, forcément, il y a un décalage, tu vois. Après, ils peuvent donner des contrats qui valent des centaines de millions. Il se passe forcément des trucs là-dedans qui sont pas très réglo. Donc, c'est perdu. Mais du coup, après, ce qu'il a fait, pour l'instant, il n'a pas fait de prison. Et il a fait beaucoup de conférences, en fait. Notamment, c'était un truc qui était, je pense, décrit à l'époque, c'est qu'il allait faire des conférences pour 250 000 euros, enfin, des trucs énormes. Et je crois qu'il est conseiller de je sais pas quoi. Okay. Donc, une vie un peu pépère. Il a écrit beaucoup de livres aussi. Je crois dans son 3e livre. C'est pour ça qu'il est en entretien, parce qu'il vient de sortir un 3e livre. J'ai écouté la moitié d'un. Ils se vendent que c'est lui qui l'écrit. Toi, tu le sens un peu. C'est un peu long, c'est un peu lourd. Et tous les livres un peu dans sa politique, tu sens que c'est beaucoup quand même pour se justifier, tu vois. Pour expliquer pourquoi j'ai pris cette décision et pourquoi j'ai été incompris. Et je pense que c'est des aspects où c'est vrai, où il a été traité injustement. Mais bon, ça reste pas incroyable en tant que tel. Il passe à moins parler un peu de l'idée d'être dans le moment présent, tu vois. Ce qui m'a rappelé Eckhart Tolle, parce que je suis en train de relire Le poids du moment présent, c'est ça que ça s'appelle en français. Ouais. Et alors, t'en penses quoi? C'est bien, mais en fait, ce qui s'est passé, et je pense que c'est un défaut que j'avais un peu dismiss à l'époque Eckhart Tolle, parce que la tête du mec, elle me revenait pas totalement, tu vois. Ouais. Déjà, ce gars, il dédiffe pas. Tu le sens qu'il dédiffe pas, à mon avis, il se passe rien. Et même, tu vois, je trouvais qu'il a un visage un peu étrange, tu vois. Et en fait, ce que j'ai compris, ce qui est assez fou, c'est qu'il est putain de vieux. En fait, il a genre 75 ans. Okay. Et donc, il y a 10 ans, dans ses vidéos que je regardais, il avait 65 ans, en fait. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il a l'air un peu bizarre, parce qu'en fait, il a l'air beaucoup plus jeune que son âge, mais il y a certains aspects qui sont son âge normal, tu vois. Et donc, bon, il peut pas deadlift, mais il semble pouvoir vivre vieux, tu vois, et en bonne santé. Donc, de ce point de vue-là, je l'écoute maintenant, parce que les deux arguments, c'est le deadlift et la longévité, tu vois. Si t'as un des deux... Mais du coup, je pense que le livre est... après, il est pas très compliqué non plus, tu vois. C'est en gros l'idée que tes pensées, c'est pas toi, et que à tout moment, tu peux juste rester dans le moment et que t'as pas besoin de partir dans le futur, dans le passé. Est-ce que tu retiens quelque chose de plus profond? En fait, moi, je l'ai lu tout départ. Pour moi, ça avait eu un impact énorme. Mais c'est le genre de livre, en fait, j'ai l'impression que je peux pas les relire. Parce que je les relis, je me dis, en fait, c'est de base, ultra simple et évident. Et j'ai du mal à revenir dessus, en fait. Et d'un truc aussi, on peut être content pour lui. En fait, il explique lui qu'il a toujours été heureux, tu vois. Et moi, je pensais justement, vu que c'est un peu très injustice ces dernières années, il a quand même fini par perdre l'élection et il était pas très populaire, tu vois. Je me dis, il est peut-être un peu le somme quand même, tu vois. Il était un peu. Mais au final, non, il semble vivre très bien le truc. Mais il a l'air content. Donc tant mieux pour lui. Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu as appliqué certains conseils de Sarkozy dans ta vie? Est-ce que tu allais regarder la vidéo? Je pense que tu irais voir la vidéo parce que je suis intéressé par les gens qui traversent une adversité où tout le monde les déteste et ils arrivent à maintenir le cap. Par contre, justement, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il maintient une bulle. Toi, il lit pas les commentaires, il lit pas les infos. Okay. Donc en fait, c'est possible que lui, il sache pas tellement que tout le monde le déteste. Enfin, que la majorité des gens le détestent. Ce qui est aussi assez intéressant, il y a Joe Rogan qui fait pareil, par exemple, où lui aussi, il s'isole un peu des critiques négatives. Ce qui, je pense, à un moment, t'es un peu obligé, à partir du moment où t'es un peu un être humain normal, si tu te confrontes à des millions de gens qui te détestent, c'est quand même un peu difficile. Et d'ailleurs, il y a eu un mini bad buzz quand je regardais pour la vidéo là, mini bad buzz récent sur Sarkozy, où il envoie balader un pauvre enseignant, un enseignant qui vient le confronter sur le fait qu'il a dit, Sarkozy a dit que les enseignants travaillaient 24 heures par semaine. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, je sais pas, mais je pense qu'il y avait devoirs, bon, le mec était pas content. Et Sarkozy faisait une dédicace de livre et il était venu lui dire vous mentez, machin truc. Et Sarkozy l'a envoyé tège en fait, de façon un peu abrupte. Et je pense que c'est parce qu'en fait, et tu peux voir ça comme quelque chose de négatif, je pense qu'il se confronte pas tellement aux gens qu'il aime pas, tu vois. Il reste un peu dans une bulle fermée de gens qu'il aime bien. Mais du coup, ouais. Sur les livres, tu as un peu méditation et tout. Il y a le bouquin Surrender Experiment qui a le dernier tiers du bouquin. C'est un peu un spoiler pour les gens qui l'ont pas lu, mais où le mec est un espèce de hippie qui habite dans la forêt en Floride et il monte un espèce de temple de l'univers avec tous ses potes qui viennent méditer. Et par des coïncidences de lumière, il se met à monter cette énorme boîte de logiciels médicaux, etc. Bref, je vais fermer ma gueule parce que sinon, ça va être la 4e fois que je râle. Mais là où je veux en venir, c'est le dernier tiers du bouquin où en fait, il y a un problème de fraude énorme dans l'entreprise et le FBI fait une enquête et ils sont tous en procès où ils sont genre face à genre 10-15 ans de prison et tout.
Et c'était intéressant de voir, en fait, est-ce que toute la méditation que le mec a fait va l'aider dans ce moment, tu vois. Lui, dans la manière dont il le raconte, ça l'aide et il arrive à maintenir tu vois, une paix d'esprit, en fait, parce que sinon, tu fais un procès comme ça, mais si à la fin tu gagnes, ce qui est son cas, en fait, ça a ruiné ta vie pendant genre 3 à 5 ans. Ce que je pensais que Sarkozy, c'est que ça fait 10 ans que son procès dure. Ouais. Si pendant 10 ans, t'es anxieux, t'es mal, Ouais. ça peut te ruiner ta vie sans même que tu sois condamné. Ouais. Parce que quand tu regardes dans ton quotidien, tu vois, à quel point tu peux être anxieux sur des trucs, mettons, tu vois, donc quand Amazon se fait bannir, ou moi, parfois, je me dis, ok, est-ce que quelqu'un va faire une vidéo pour me chier dessus? Mais même, tu vois, il y a des années, je pensais à ça. Ou est-ce que, je sais pas, le prochain lancement va marcher ou quoi, tu vois. Tu t'es anxieux sur d'autres trucs, en fait, qui n'existent même pas, tu vois. Versus, t'es en ce moment en train d'avoir un procès qui potentiellement peut t'envoyer en prison. Comment tu fonctionnes, en fait? Comment tu vis? Comment tu arrives à... Même si tu sais ça sert à rien d'y penser tout le temps, le truc qui va te drainer pendant des années, au quotidien, il ne se passe rien. Même si tu sais, comment est-ce que tu fais pour le compartimentaliser et tout, tu vois. Et ça, je trouve que c'est intéressant de voir des gens qui l'ont traversé et de se dire, en fait, finalement, psychologiquement, ils ont pu le survivre, tu vois. Et je pense que c'est vraiment cet élément de... Tu te rends pas compte de la force que tu peux avoir avant de te confronter à un truc, tu vois. C'est-à-dire, tu te dis, ok, ce truc assez petit, c'était dur, donc ce truc beaucoup plus grand, ça va m'écraser. Et en fait, tu fais un truc plus dur et ça fonctionne. Donc c'est un peu, tu vois, comme, je sais pas, si au départ, tu sais, t'as pas l'habitude de courir, etc., tu dis, je pourrais jamais courir un marathon, mais tu te rends pas compte à quel point est-ce que, en fait, avec l'entraînement, ton corps, il va s'adapter. Et je pense que dans le cas de Sarkozy, il y a un peu le même truc. Ouais. Tu te rends pas compte à quel point, si tu te confrontes petit à petit à des trucs de plus en plus durs, de plus en plus stressants, à un certain point, en fait, tu es capable d'encaisser des trucs, genre des procès, le monde entier te déteste, la France entière est contre toi. Progressive overload du stress, quoi. Je pense que c'est un vrai truc. Le truc par rapport à ça, le premier, je pense, du coup, c'est un peu, t'expliques un peu tout le problème, c'est des adolescents de John Lamontaigne qui se plaignent un peu de n'importe quoi, tu vois. Un peu le concept adulting, c'est difficile. Aller faire ses courses, c'est difficile, c'est parce qu'en fait, encore une fois, s'il n'y a pas d'adaptation qui se fait, bah, tout paraît dur, tu vois. Le moindre problème peut être un énorme problème, la moindre petite anxiété devient énorme. Il y a cet aspect-là. Et après, l'autre aspect, effectivement, c'est un truc qui s'apprend. Moi, c'est, par exemple, là, ça fait genre 3 ans maintenant qu'il y a la Belgique qui nous réclame plus ou moins 5 millions d'euros, tu vois. Ok. Ce qui est un peu casse-couille. Et en fait, c'est un délire parce que... bon, l'avantage dans cette histoire, c'est que je sais qu'on va s'en sortir au final, tu vois. Je sais qu'au final, on a raison et que ça va se passer et que ça va sortir. Mais ça a quand même 3 ans que le truc dure. Littéralement, tu leur réponds, ils reviennent 6 mois plus tard, tu vois. J'étais là, vous prenez quoi, les gars? Nous, on veut que ça se termine, tu vois. Et je me dis, putain, si pendant 3 ans, j'avais été tous les jours à réfléchir, putain, comment il faut résoudre ce problème, machin truc, ça m'aurait défoncé ma vie. Là, j'ai réussi à me mettre en background. C'est quand ils nous demandent un truc, on répond du mieux qu'on peut. On attend que ça revienne, on verra, quoi. Et je pense notamment tout ce qui est procès haute, il faut fonctionner comme ça parce que les délais sont tellement longs que si tu y penses tous les jours, ça sert pas à grand chose. Donc là, je pense que ça va se terminer parce que cette histoire, elle est quand même assez délirante parce qu'en fait, ils pensaient qu'on avait tout un réseau. En gros, que nos camions partaient en Pologne. Okay. Et en fait, ensuite, sans qu'on payait pas, en gros, la TVA à l'entrée en Belgique, que nos camions parlaient en Pologne et qu'ensuite ça partait genre Monténégro, ils nous racontaient des trucs comme ça. J'ai jamais entendu parler de Monténégro de ma vie, toi. Et donc c'est ouf. Qu'il y avait un dossier de 180 pages avec d'enquêtes. Et en fait, je pense qu'ils nous ont lié avec un truc qui a rien à voir avec nous, en fait. Okay. Ils ont fait le lien, bizarrement, je sais pas comment ils ont fait le lien. En plus, c'est un truc il écrit en néerlandais. D'ailleurs, ils sont pas rigolos. D'ailleurs. Tu leur demandes de parler en français, ils veulent pas. En belge, normalement, ils devraient pouvoir faire les deux. Mais donc, en fait, maintenant, je pense qu'ils ont compris qu'ils étaient totalement à côté de la plaque. Mais du coup, ils ragent un peu, toi. J'ai l'impression, c'est pour ça qu'il y a un peu tous les 6 mois, tu sais. Ils ragent parce qu'ils veulent pas, genre, laisser passer, dire, bon, bah, ok, on s'est trompé, on oublie le truc, toi. Ils restent un peu dessus, ils redemandent les mêmes trucs 15 fois, ça avance à 2 à l'heure. Mais l'avantage, et après, c'est qu'on sait que si on va jusqu'à la Cour de justice européenne, on aura raison, parce que vraiment, légalement, on n'a rien fait de mal. Mais c'est le genre de truc, tu pourrais encore le laisser bouffer, toi, dire, les 5 millions d'euros, ils pourraient tomber à tout moment. Là, j'ai accepté que je pense qu'on va gagner à la fin, que les trucs, ils vont revenir quand ils reviendront, et que tu laisses tourner ça. Et donc, parce qu'on a aussi d'autres prêts un peu liés à ça avant, où je l'ai beaucoup moins bien géré. Et donc, je pense que, comme tu dis, c'est un truc qui s'apprend au fur et à mesure. Mais tu vois, moi, je pense que j'aurais pas la même fortitude que toi par rapport à ce genre de truc, en fait. Moi, j'ai moins ce genre de problèmes en plus qui traînent, etc. Généralement, si on a un problème, il se règle assez vite. J'ai moins cette surface, tu vois. Je pense que j'ai moins développé ça. J'ai plus développé peut-être qu'une personne lambda, tu vois. Mais moi, toi, je pense qu'il y a vraiment une gradation. Et peut-être que le mec qui doit, je sais pas, gérer Uber ou un truc comme ça, où une fois sur 2, il y a une toi, mairie ça donne qui pas essaie une angoisse de des fois, moi, quand je pense à un mec comme Elon Musk ou comme même Macron. Toi, ça me donne presque la boule au ventre. Toi, me mettre à leur place, tu vois. Je dis, putain, il y a trop de trucs dans tous les sens, trop de relations interpersonnelles, trop de gens qui te détestent, trop de risques dans tous les sens.
Ça me paraît, toi, insurmontable, mais Bah, c'est ce que mais tu je pense dis. que si tu step up de Amazon FBA à président ou à Elon Musk, c'est trop en fait. C'est ça. Mais le truc, c'est que, tu vois, Macron, il a quand même été ministre avant. Et avant ça, je sais pas, il était dans la finance, tout, mais je suppose que, tu vois, il y a des étapes pour aller en politique et tout. Mhm. Et Musk, en fait, à un certain point, ils avaient juste, tu vois, PayPal. Et je pense que c'est vraiment cette capacité Au fur et à mesure. pouvoir. Et après, t'as aussi gérer un de truc plus en un plus peu de trucs. dîner ou un peu. Parce que Elon Musk, donc, il a quand même, toi, c'est. Peu importe à quel point tu fais du progressive overload, et à un moment, normalement, tu t'éclates en vol. Lui, ça n'a pas encore été le cas. D'ailleurs, je vais parler d'un truc. T'as vu le truc sur Elon Musk top 20 au monde sur Diablo 3? Mais c'est pas lui qui joue, non? D'accord. Apparemment, il joue. Non, je pense que c'est pas lui qui joue. Lui, il paye des mecs pour juste son compte. Ça me paraît. Parce que j'ai vu ce truc, ça me paraît impossible. Parce que j'ai compris, il faut quand même jouer beaucoup pour avoir ce genre de Je stuff. pense que c'est impossible. Mais je pense Les que gens c'est. disaient, ok, je l'ai vu, il joue toute la journée et tout, dans les Uber, il joue. Les deux peuvent, ils peuvent jouer beaucoup et aussi avoir des gens qui Et payent. tout est tout le temps. Putain, c'est. Mais littéralement, top 20 mondes, je me dis comment c'est possible. Parce qu'il y a plein de mecs qui jouent tout le temps. Ouais, Après, je pense qu'il peut s'acheter le meilleur stuff sur le marché noir, tu vois. c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être un peu de ça qui aide aussi à monter. Mais je pense que c'est les gens qui jouent sur son compte, j'ai du mal à croire. Ok. Mais Elon Musk, c'est quand même un mec vraiment. Ouais, c'est spécial quand même. C'est quand même une C'est anomalie. comme spécial, Molly, tu vois. Et Et ouais. Et moi qui disais, oh, ça va être une distraction d'acheter Twitter et tout, mec qui joue à Diablo, quoi. Il a encore du temps, ouais. Enfin, à un moment, il était à fond sur Polytopia. Moi, Ouais. Polytopia, pendant un mois, ça a ruiné ma vie, tu vois. Donc, ouais. Donc c'était un petit jeu stratégie mobile. C'est ça. Ouais, c'était dans le bouquin de Isaacson sur lui. Donc on était toujours sur Sarkozy. Bah- Les erreurs. Les erreurs à ne pas faire. Bah, c'est pas tellement par rapport à lui directement, mais un truc auquel ça m'a fait penser, c'est qu'au final, Sarkozy, quand il a dit que lui, il regardait pas la télé, ça m'a un peu fait tilter, toi. Parce que lui, de façon soit indirecte, soit directe, il a beaucoup créé l'actualité, toi. Toi, soit il était sur JT, soit on parlait de lui, soit. Enfin, bon, bref. Ouais. Mais lui, du coup, il consommait pas ce qu'il produisait au final. Et tu te rends compte que c'est assez récurrent, ça, cette histoire de ça, ce truc-là. Genre, les créateurs de contenu qui, qui eux, dans la vie personnelle, considèrent que short form, c'est le pire truc au monde, mais par contre, qui vont en produire beaucoup. Ouais, les shorts, ouais. Les shorts, ouais. T'as 50 Cent, je sais pas si t'as lu le livre avec Robert Greene. Non. Et du coup, 50 Cent, lui, il boit pas d'alcool. Ok. Il a une marque d'alcool, et donc il va aller dans les clubs, et en fait, il va remplir sa boîte, sa boisson d'alcool de, je sais pas, de champomy, je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, il fait semblant, toute la soirée, de boire de l'alcool. Ok. Le mec, il a pas bu d'alcool depuis genre 15 ans, tu vois. Donc c'est intéressant. Et après, l'exemple un peu inverse, c'est Cristiano Ronaldo, je sais pas, un coup du monde ou autre, il y avait une bouteille de coca devant lui en conférence de presse, et il l'avait jarté, tu vois, pour justement signifier qu'il soutenait pas ça. En sachant qu'à côté, il soutient les paris sportifs. Quoi. Bon, peut-être qu'il était juste pas content que Coca-Cola lui ait pas donné de l'argent directement, tu vois. On sait pas trop. Je suis d'accord. Attends, si t'es Cristiano Ronaldo et on met une bouteille de coca devant toi et les mecs ils t'ont pas payé, tu la Ouais, jarres. directement, t'as ça. MrBeast, quand il a des boissons, parfois il boit du Prime et tout sur des podcasts, et il masque le logo. Ils Ok. mettent du scotch dessus. Parce que moi, bah mec, tu m'as pas peux fait pas, de thunes, je bois pas ton truc en public. C'est ça. Et d'ailleurs, un truc aussi que je sais pas si t'as vu passer, c'est que Kim Kardashian, elle utilise les trucs Optimus. Tu sais, les trucs, les robots de Elon Musk. Ok. Et c'est pas, je me dis, est-ce qu'il y a un deal d'influenceur? Est-ce qu'elle fait gratuitement? Je sais pas. Mais j'ai du mal à croire qu'elle ferait un truc gratuitement, toi, qu'elle utilise un produit. Putain, c'est fou comme ces gens, toi. Mais elle T'imagines? l'utilise pour faire quoi? Genre pour, Peu importe ce que tu utilises, tu peux le monétiser, toi. pour être majordome dans sa maison, qu'est-ce qu'elle fait avec? Je crois, un moment, je crois, c'est une assistante à elle qui est suivie par 2 Optimus qui portent les courses, les sacs Hermès, les Ouais, sacs. ça doit être un gag, je c'est- pense. Quand même. C'est assez pour. Bah, après, je pense que niveau social media, ça doit être ultra viral, tu vois. Ça fonctionne bien. J'ai du mal à croire que ce soit la manière la plus simple de porter des sacs, quoi. C'est ça. Mais du coup, ça m'a amené un peu à la réflexion que je pense qu'il y a quand même une mauvaise idée de vendre un truc que tu déconseillerais à un pote. De un, parce que je pense que c'est pas très bon pour ton âme. Tu vois, si tu penses que quelque chose est nocif, de le vendre, c'est peut-être pas très bon. Mm. Et de deux, c'est que aussi, à moins que tu sois un peu un sociopathe, tu vas probablement pas être très motivé pour travailler dessus, parce que tu sais que c'est mauvais. Encore une fois, quand tout ce que tu fais, c'est de promouvoir, je pense, j'imagine, c'est un peu plus simple, parce que tu vois, tu fais une vidéo, ça part, tu t'en fous un peu. Mais après, l'opposé de ça, et c'est un conseil qui est souvent donné, notamment qui vient de Tim Ferriss, Scratch Your Own Itch, c'est en gros, travailler sur les trucs qui t'intéressent toi personnellement, toi. Et toi, c'est plus ou moins ce que tu as fait, donc on pourra peut-être avoir une petite discussion là-dessus. Mais globalement, je pense que c'est pas un très bon. Le problème, en fait, de faire ça, tu vas en parler, mais effectivement, c'est que les entrepreneurs ont tous ils sont tous un peu pareils, quoi. c'est ça. Donc en fait, tu vas sur les trucs un peu évidents. Genre, tu dis ça aux gens, ils font ah, je vais faire une formation en dev perso, je vais faire une chaîne YouTube sur le dev perso et sur la productivité. C'est moi. Ouais, tu peux, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui sont plus faciles à faire et qui ont plus de potentiel que de faire une formation sur la productivité, tu vois, ou une chaîne YouTube où tu testes des nouvelles méthodes, etc. Mais tous les entrepreneurs, ils se ressemblent un peu et donc du coup, tu es sur les trucs qui vont être hyper concurrentiels.
Et après, à mon avis, certaines des meilleures opportunités, c'est genre de faire du SaaS B2B sur un truc un peu chiant, tu vois. Enfin, Exactement. tu vas faire un SaaS pour les avocats ou un truc comme ça, où il y a peu de gens qui vont aller. Moi, ce qui m'amuse, toujours, c'est les mecs quand ils passent dans les podcasts autres, qui ont genre de ça, c'est un peu chiant. Comment ils rationalisent ça en termes d'intérêt. Ouais, on fait comme des milliers d'heures. Tu sens qu'ils sont se brainwash un peu même pour faire quelque chose qui les passionne. C'est la passion de leur vie, le software d'accounting. Après, je pense qu'à un certain point, tu vois, les gens peuvent s'intéresser pour des trucs particuliers. Une fois que tu comprends l'intérieur du truc et le puzzle et les problèmes qu'il y a à résoudre, intellectuellement, c'est intéressant. Ça devient intéressant une fois que tu connais le truc suffisamment bien. Et c'est là où il y a le plus d'opportunités, en fait. Mais en fait, les gens, ils vont pas pour deux raisons. Numéro un, parce que ça les fait pas kiffer sur la surface de faire ça. Même si en réalité, tu te rends compte que si ta passion, c'est de faire du ice bath, dont on parlait là, et que tu fais un business de ice bath, en fait, tu vas faire de la logistique et sourcer des produits. Donc, c'est assez proche de ce que tu vends. Tu vas pas passer ta journée dans un bain froid, tu vois. Et même si tu fais un business où tu vends des planches de surf, tu vas pas passer ta journée à surfer, tu vas passer ta journée à faire de l'e-commerce, en fait. Donc, il y a cet élément-là de surface qui est un peu une erreur. Et le deuxième élément qui est un peu une erreur, c'est en fait, il y a tellement de leviers sur ton idée que les gens passent pas assez de temps en fait, sur l'idée, je pense. Étonnant parce que souvent on dit ok, l'idée c'est pas si important, etc. Mais parfois tu as l'impression que les gens partent un peu sur la première idée qu'ils ont trouvée et cherchent pas à faire des recherches sur des marchés, essayer de trouver des opportunités, etc. Alors que je pense qu'une bonne manière de faire, c'est de dire ok, aujourd'hui, si je vais sur le marché des avocats, etc., il y a de l'argent sur les avocats ils utilisent quoi comme tools? Est-ce qu'il n'y a pas un tool que les avocats utilisent qui est un peu nul et que je pourrais remplacer? Est-ce qu'il n'y a pas un tool où je pourrais ajouter de l'IA et ce serait pas mal et je pourrais avoir 5% des avocats qui utilisent mon truc et en fait c'est une boîte qui vaut 30 millions, tu vois. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a la plupart des boîtes qui sont créées, généralement le profil type, on pense souvent au vingtenaire ou autre, mais c'est beaucoup le quarantenaire qui a travaillé pendant 15 ans comme avocat et qui se dit putain ce truc là il me fait chier depuis 15 ans, il fait chier tout le monde, je vais créer un truc qui sera un peu mieux. Je pense que ce mec-là il a deux avantages. D'abord numéro 1, il a une connaissance du marché, il a le réseau, etc. Tu vois. Et le numéro 2, c'est qu'il a été un peu désabusé de suivre ta passion, tu vois. Et à mon avis, si tu as passé 20 ans en tant qu'avocat, fonder une start-up, c'est déjà un plus. Tu n'as pas besoin de fonder une start-up qui organise des festivals musicaux, tu vois, un truc ultra kiffant. Tu dis, ok, si je passe de ça à créer une start-up déjà dans mon domaine et tout, c'est ultra cool, tu vois. Mais peu de gens en fait vont faire parce qu'en fait t'es un peu oui mec, avocat très bien sur le trilliard, mais concrètement l'idée c'est quoi? Je sais pas en fait, faudrait aller parler, faudrait décrocher le téléphone et aller parler à 10 avocats et leur dire ok exactement c'est quoi les outils que vous utilisez, combien à peu près vous les payez, est-ce qu'il y en a qui sont bien ou qui sont pas bien, est-ce qu'il y a des trucs qui manquent, est-ce qu'il y a des connexions qui manquent, etc. Et creuser. Mais forcément à un certain point si tu fais cette recherche là tu trouves des opportunités et ça va un peu contre Scratch Your Niche. Scratch Your Niche, ça doit être une très bonne idée si t'es ultra anormal, si t'es ultra chelou. Genre, si t'as des intérêts dans un domaine très particulier, ou si t'es un entrepreneur, mais t'es aussi ultra deep dans une sous-niche, etc., ça peut avoir du sens. Mais la plupart des gens sont assez basiques, en fait. Et je pense que Tim Ferriss, le truc où lui, ça a marché, c'est qu'il était précurseur sur prendre 1 milliard de suppléments alimentaires. Et donc, il a fait, OK, je vais faire des suppléments alimentaires de bodybuilding, mais si tu fais ça aujourd'hui, mec, tout le monde fait du bodybuilding. Donc et après, il était précurseur sur entrepreneur en ligne, en fait. Et après, il était précurseur sur les podcasts. Donc, en fait, ça avait pas mis à chaque fois d'être un peu en avance tout le monde. Après, fondamentalement, tu vois, c'est pas une mauvaise option, mais en fait, ce que tu vas avoir, ça va être plus facile de bosser et d'exécuter ton truc. Et ça sera plus facile de comprendre quoi faire parce que ta recherche de marché, c'est toi. Mais ça sera aussi beaucoup plus concurrentiel. Il y aura plus de monde et il y aura potentiellement moins d'opportunités, moins d'argent, etc. Ça. Alors que si tu vas sur des gens qui ont plus d'argent, des plus grosses boîtes ou quoi, et que tu peux te motiver à travailler sur leurs problèmes, potentiellement, il y a beaucoup, beaucoup plus d'espace et d'opportunités à ce niveau-là. La version Amazon de ça, nous, par exemple, on a lancé IceBath, et littéralement, je connais 3 Français entrepreneurs FBA qui ont aussi lancé leur IceBath. Parce que, en fait, la logique qui est conne mais valide, c'est que tu as peut-être 1% de la population qui s'intéresse au IceBath, tu as peut-être 50% des entrepreneurs. Toi, je te donne un chiffre un peu taré, mais peut-être 20%, peu importe. C'est quand même des ordres de grandeur à peu près exacts, à peu près accurate. Et après, l'autre aspect aussi, problématique, nous, c'est on a un mec qui a travaillé pour nous pendant 1 ou 2 ans, un mec qui s'appelait Edward. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il allait que sur les produits qui l'intéressaient lui directement. Tu vois. Et initialement, tu te dis c'est une bonne idée, parce qu'en fait, il a un avantage informationnel, il connaît le marché autre. Mais au final, l'avantage informationnel, il est surcoté, je trouve. Alors, même des produits auxquels tu t'intéresses pas de base, nous, par exemple, on vend pas le produit de beauté maintenant, tu passes 2-3 heures à lire les reviews, à comprendre comment ça marche, tu as compris le marché, tu vois. C'est pas non plus énorme. C'est différent peut-être si tu fais un SaaS pour avocat. Je pensais que les produits de beauté, ce serait plus complexe que ça, que c'était une niche avec plein de critères, qu'il fallait connaître les influenceuses TikTok et tout. Les produits de beauté, c'est un scam dans le sens
où en fait, tu as 4 ingrédients actifs plus en marche. Ouais. C'est toujours les mêmes 4 ingrédients qu'ils foutent partout. Et après, ils rajoutent des trucs qui servent à rien. Ouais. Mais aujourd'hui, c'était en ce moment la mode, par exemple, la caféine, ou c'est aussi la bave d'escargot, mec. Sérieusement. Le bave d'escargot, Ok. ils inventent des trucs, toi. Spécial Halloween, la baffe d'escargot. Ouais. On dirait un truc, c'est la formule de la sorcière, là. C'est ça, en fait, il y a la glycérine polyhydration, les rétinols, il y a le collagène. Il y a en fait 4 ingrédients qui fonctionnent. Okay. On sait qu'ils fonctionnent. Et après, le reste, c'est juste parce que les femmes aiment bien avoir la nouveauté, et ainsi de suite, et avoir recréé des cycles un peu marketing. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Et du coup, ce que je me suis dit, nous, dans notre cas, ce qui est optimal, c'est plutôt de vendre soit sur des marchés pas sexy et evergreen. Donc, on parle souvent des pays anti-poux, où toi, c'est un marché, ça fait rêver personne. Le marché va rester là pendant très longtemps. Il y a peu de chances qu'il y ait des grosses innovations dans le pays anti-poux sur les 10 prochaines années. Et aussi vendre les marchés où il y a peu d'entrepreneurs. Justement, les produits de beauté, c'est assez intéressant parce qu'il y a juste très peu de femmes qui vendent sur Amazon. Je crois que la stat, c'est littéralement moins de 10%, tu vois. Donc forcément, quand en fait, ça peut paraître bête, tu peux dire les opportunités, elles se valent toutes. Non, en réalité, tu as genre la moitié des vendeurs sur Amazon qui sont établis à Shenzhen ou à Guangzhou, donc dans la région en fait, où toute l'électronique de Chine est produite. Tu vois. Et donc forcément, ils vont avoir un focus sur l'électronique, tu vois, sur les usines qui sont à côté. Et tu as beaucoup moins de vendeurs justement dans les régions qui font les produits de beauté ou d'autres produits. Et donc, ça peut encore une fois paraître une logique un peu trop simpliste, mais je pense que c'est valable que du coup, la concurrence en électronique est surreprésentée et la concurrence en produits de beauté, je pense, est sous-représentée, quoi. Et pareil, justement, beaucoup de vendeurs qui débutent, leur premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'utilise moi au quotidien, et ils vont là-dessus. Et je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. Forcément, c'est plus difficile de faire ça si tu crées du contenu. Mais c'est pas forcément impossible, en fait. Mais c'est plus dur parce qu'effectivement, il y a un côté un peu passion dans le contenu, quand même. Il faut que tu aies envie de consommer. Parce que pour sortir du contenu, il faut en consommer, tu vois. Et il faut que tu connaisses bien un marché, ce qui se fait, ce qui se regarde, etc. C'est plus dur. Mais c'est pas impossible de le faire. Notamment si tu t'intéresses à des marchés, justement, où en fait, personne n'est passionné par ces éléments-là. Donc, si tu reviews des clims, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passionnés par les clims, mais les gens doivent prendre une décision d'achat. Tu reviews les clims et tu es l'expert de la clim. Potentiellement, c'est un truc qui peut valoir beaucoup d'argent. Tu vois, combien est-ce que Samsung va payer pour avoir un sponsor, etc. C'est un exemple, mais vraiment un très bon exemple. Tu reviews des produits qui sont... Et en plus, tu ne feras pas des masses de vues. Notamment les aspirateurs, c'est un truc aussi, on avait parlé, parce que nous, on a contacté des différents youtubeurs, et on a contacté, au final, ils faisaient des revues d'aspirateurs, tu vois. Des trucs Dyson, machin truc. Ils faisaient entre 50 000 et 100 000 vues par vidéo, donc des trucs énormes. Alors ça, c'est fascinant parce qu'en fait... Un francophone ou un anglophone? Un anglophone. Tu as deux sources de trafic. Tu as en fait les gens qui tapent Dyson S14, le modèle, et qui tombent sur sa vidéo. Donc ça me paraît logique, toi. Les gens veulent voir c'est quoi le meilleur... Mais après, tu as les gens aussi qui sont passionnés, et tu vas voir dans les commentaires à discuter des mérites du Dyson S32 comparé au S33. Ça, c'est fascinant, toi. Et au moins, je pense que dans les 50 000 vues, tu as peut-être 20 000 personnes qui vont regarder chaque vidéo en mode intéressé, quoi. Et justement, lui, en sponsor, ce qu'il demandait, c'était genre du $1000, toi. Par vidéo qui publiait. Il publiait genre 4 vidéos par mois. Bon, il faisait déjà ses $36 000 en étant $32 000 en un truc très pointu, quoi. Plus de l'AdSense, etc. Et là, voilà, si tu comprends en fait des produits, moi j'avais réfléchi, tu vois, qu'est-ce que tu peux review comme produit en fait que personne ne review par intérêt, mais où il y aurait de l'argent et ça. Parce que le plus souvent c'est mal fait, toi. Le plus souvent c'est les top 5 machin truc et en fait ils mergent, c'est des Indiens qui font ça, ils mergent des trucs ensemble qui ont aucun sens. Donc si t'es vraiment un mec qui montre que tu t'y connais, si tu peux dire notamment que t'as une formation justement de clim, enfin tu sais le mec qui installe les clims, toi je pense que tu peux faire des trucs vraiment bien, quoi. Et d'ailleurs je t'ai déjà raconté les mecs d'Andrew Tate au Népal. Non. Je t'ai raconté ça. Quand j'ai fait un trip en moto au Népal. Ok. Donc les guides, les mecs qui nous accompagnaient dans le trip, ils ont expliqué que leur boulot, quand il n'y a pas de truc l'off-season, quand ils ne travaillaient pas sur guide de moto, c'est eux qui... Non mais c'est eux qui faisaient les vidéos, genre où les trucs style Jordan Peterson, il a détruit cette féministe, tu vois. C'est eux qui faisaient ces vidéos-là, tu vois. Donc ils font les compilations. C'est ça, les compilations. Il a détruit ce gauchiste, toi, c'est ces gars-là, quoi. Donc ça, c'était assez marrant. Et encore une fois, pour eux, l'AdSense, ils justifient le truc, toi. En fait, ils nous expliquaient que, tu vois, t'as une vidéo qui explose, ça te rapporte $400. C'est plus que ce que tu peux gagner en... C'est 2 mois de salaire. Peut-être même 3 mois quasiment, quoi. Donc c'est vraiment... Donc c'est intéressant que des trucs qui soient pas viables avec AdSense pour nous. Pour eux, potentiellement, ça peut être intéressant, toi. Mais ça me fait marrer de me dire que tous ces vidéos, ça venait de gars au Népal qui travaillent comme ça. Ou des ados, en fait. De quoi ? C'est eux ou les petits ados qui font ça, qui farment un peu de l'engagement. Notamment Andrew Tate, je pense que c'est beaucoup ça, ouais. Parce que lui, il offrait 50% d'affiliés, un truc comme ça, assez énorme. Donc là, encore mieux qu'AdSense, quoi.
D'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. On dit, après, ce serait intéressant de voir ça, mais je pense que tu as limite une inversion de la courbe entre les vidéos sur Jordan Peterson, qui lui se radin, il a pas de l'infilié, toi, et Andrew Tate, toi. En fait, les mecs, ils ont fait un arbitrage, toi. Ouais. Ils ont fait, on touche que AdSense avec Jordan Peterson, alors qu'avec Andrew Tate, on touche 50% sur son programme, donc c'est intéressant, quoi. Je voudrais parler d'une théorie sur l'anxiété que je trouve intéressante. Est-ce que tu regardes la chaîne de l'auteur Mark Manson? Non, je regarde pas la chaîne, mais j'ai lu son blog à l'époque. Ouais, donc Mark Manson, blogueur, il a écrit le bouquin qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre en français. Il a une chaîne YouTube et récemment, il a commencé un format intéressant où il voyage dans différents pays et t'explique un peu la psychologie du pays et tout. Savais-tu que le Portugal est le pays le plus anxieux au monde? Non. Donc il s'avère c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est encore le World Happiness, le truc qu'on a démonté dans... C'est le pays le plus anxieux où le plus de personnes. Donc, par exemple, ils demandent à des étudiants, est-ce que vous êtes anxieux? Genre aux États-Unis, environ 40% des étudiants disent qu'ils sont anxieux. En Europe, en moyenne, c'est peut-être 30%, 35%. Okay. Au Portugal, c'est genre 75%. Des gens disent je suis anxieux, etc. Donc il y a un niveau élevé d'anxiété. Et il essaye d'enquêter sur le truc. Et après, au départ, tout le monde lui dit bon, bah, c'est évident, au Portugal, ils n'ont pas de thunes, c'est la crise, ils n'ont pas de boulot, etc. Mais lui, il dit bah, en fait, non, parce que tu regardes les pays les plus pauvres, c'est les pays où généralement il y a moins d'anxiété. Les pays riches, c'est les pays où il y a le plus d'anxiété. Donc les Portugais, ils sont pauvres et ils ont de l'anxiété, c'est chelou. Et donc il regarde comme ça différentes théories. Et rien vraiment ne rentre, tu vois. Ok, ils ont eu la dictature, mais il y a d'autres pays qui ont eu la dictature. C'est un pays très, très conservateur avec beaucoup de religions, mais il y a plein de pays très conservateurs avec beaucoup de religions et qui ne sont pas plus anxieux que ça, etc. Et arrive à une explication. C'est le truc qui est unique au Portugal. C'est que pendant la période où ils ont découvert toutes leurs colonies, c'est les premiers à avoir fait beaucoup de découvertes et de conquêtes à ce niveau-là. Au fil de genre 150 ans, il y a 40% de la population du Portugal qui s'est cassée, en fait. Au Brésil, en même temps. Au Brésil, mais même, tu vois, ils étaient au Japon, ils étaient en Indonésie, etc. Mais tu vois, dans cette période-là. Et en gros, il dit, bah, qu'est-ce qui se passe si tu prends une population et chaque génération, les 10% qui sont les moins neurotiques, qui ont le plus le sens de l'aventure, ils partent, et tu répètes ça, genre pendant 200 ans, les 10% les plus adaptés partent. Tu vois. En fait, il te reste que les gens qui voulaient pas partir, qui étaient plus conservateurs, qui étaient les plus anxieux, etc. Et donc, du coup, la théorie qu'ils ont, c'est le Portugal a été sélectionné génétiquement pour avoir des gens qui sont anxieux, et c'est pour ça qu'il y a autant d'anxiété. Est-ce qu'il a trouvé ça, par exemple, en Irlande? Parce qu'Irlande, tu aurais la même logique, que les gens sont partis beaucoup aux États-Unis. Il faut comparer à d'autres pays qui ont... En gros, il compare avec genre, le Royaume-Uni. Ouais, ok. Et le Royaume-Uni, c'était genre 15% de la population. Et en France, c'était genre 5% qui sont partis sur cette période, tu vois. Genre, le Portugal a eu un volume qui était apparemment démesuré, parce que c'est un assez petit pays. Et à un moment donné, ils étaient en mode, on va conquérir le monde entier. Et mec, vous avez... à l'époque, la population, ça devait être quelques millions de personnes, je pense, tu vois. Donc je pense qu'il y a un effet démesuré qui est probablement plus difficile à mesurer dans d'autres pays. Mais est-ce que tu sais si au Portugal, ils ont encore beaucoup ce culte de l'Empire portugais? Enfin, toi, l'idée qu'on était un grand pays, et maintenant on est insignifiant. Je sais pas à quel point ça joue. Où ils sont un peu passés outre maintenant, c'est avec un bout de temps qu'ils font plus grand-chose, mais... Sans voir pas de mal au Portugal, hein, mais... Bonne question, je sais pas. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il interviewait des Portugais, quand il parlait de cette période, il disait la période des découvertes, discovery, tu vois. Et en fait, pour nous, c'est un peu genre, c'était la colonisation, c'était pas bien et tout. Eux, ils utilisent ce truc, c'est les découvertes. On s'est éclaté. On a découvert le monde entier. Après, on va passer sur ce qu'on a fait une fois qu'on a colonisé les gens là-bas, mais c'était la découverte, c'était bien, tu vois. Donc, ils avaient l'air d'en parler de manière relativement positive. Parce que j'ai toujours un peu ce concept-là que la France et par exemple l'Angleterre, de ce point de vue-là, sont assez similaires, où en fait tu sens qu'il y a un déclin progressif, tu vois. Ouais. Et tu as un peu l'idée, en fait, ça va de pire en pire depuis très longtemps maintenant, en termes même de position un peu dans le monde, quoi. Ouais. Et donc tu as l'impression qu'on va peu à peu sombrer un peu dans... Mais c'est là où je pense, et les États-Unis ont exactement l'effet inverse. Ouais, ils ont été sélectionnés pour tous les gens qui étaient migrants et tout. Et je pense que ça fait un énorme impact sur le Hypomaniac. Il y a un mec qui a écrit un livre exactement sur ça. Ouais. En gros, il dit que la personnalité des US, c'est hypomaniaque et que tu as genre 5 fois plus de gens qui sont hypomaniaques aux US que dans n'importe quel pays du monde. Okay. Parce qu'en fait, justement, ça a attiré tous les gens qui sont super optimistes, qui ont décidé de partir de France, d'Allemagne, d'Angleterre, peu importe. À l'époque, maintenant, c'est plutôt d'Inde, de Chine, pour aller aux États-Unis. Donc, ça sélectionne génétiquement, exactement, des gens qui sont particulièrement aventuriers et optimistes. Théorie intéressante. Et je me demande si tu vois, c'est pas encore toujours en train de se produire, même avec la France, avec tous les entrepreneurs qui partent, en fait. Où petit à petit, tu sélectionnes la population et tu la tries géographiquement.
Il y avait aussi une Mais il y a vidéo peu de pays intéressante. qui raisonnent aussi objectivement que ça, toi. Mais Singapour, ils y réfléchissent beaucoup comme ça, en fait. Qui rentre, qui sort, en fait. Et voir est-ce qu'on y gagne, est-ce qu'on y perd. Et il y a peu de pays qui réfléchissent comme ça, de façon générale. Parce que c'est ultra politiquement correct quand même. Bah, mais t'as un peu l'idée bizarre, je trouve que, toi, en gros, si les. T'as souvent des infos comme quoi les riches partent de France, peu importe. Les gens se sont dit, super, ils partent, ils ont qu'à se barrer. Bah, c'est quand même un net négatif, tu vois. Si tu vas dire, ils se barrent, ils payent plus d'impôts. C'était probablement des gens plutôt productifs. On sait pas, après, chacun voit un peu son truc, mais ouais, je suis étonné que les gens perçoivent pas de façon ça plus logique, qui rentre, qui sort. Est-ce qu'on y gagne au change, quoi. Donc ça, c'était le Portugal. J'ai un dernier truc. Est-ce que tu as déjà été dans un magasin Crocs? Ici en Thaïlande, ouais. Et Ouais. Thaïlande, ça fonctionne bien, ça fonctionne fort. Mes enfants ont des crocs. Ouais. Mes enfants ont aussi des Crocs. Des vrais crocs, hein, pas des. Toi aussi, ou de la. Ah, ou de la contrefaçon. non, j'ai dit les vrais Crocs au magasin. J'ai été au magasin Crocs faire mes recherches, tu vois. Magasin Crocs. Déjà, les Crocs de base, ça coûte assez cher, tu vois. Genre 50, 60 euros pour une paire de Crocs grandes et je sais pas, un peu moins cher pour les enfants et tout. Ce qui est incroyable, c'est ils ont entièrement relancé et revitalisé leur entreprise avec une invention qui sont ces espèces de petits pins que Totalement. tu peux mettre sur tes Crocs qui coûtent 10 euros le pins. Et les enfants, ils sont à fond dessus. Les Ouais. enfants kiffent. Donc, ouais, t'as le Crocs, ce truc, tout le monde a dit, ouais, c'est trop moche, tout. Ils se sont dit, ah, il y a des petits trous, on va mettre des pins dessus. Mhm. Ce qui est incroyable, c'est que ça explose le panier moyen, en fait. Parce que du coup, les gens vont venir racheter des pins. Il y a des nouvelles collections, il y a des personnages Disney et tout, pour personnaliser tes Crocs, exposer le panier moyen, faire revenir les gens. Et ce qu'ils font, c'est que quand tu achètes un truc, ils te donnent un pins, tu vois. Et t'es en mode, bah, du coup, j'en ai que un, ça fait pas symétrique, faut que j'en achète un deuxième pour l'autre côté. Bon, maintenant que j'en ai deux, je vais en mettre plus. Et en fait, finalement, les gens se retrouvent à en acheter, tu vois, 4-5 à chaque fois. Et finalement, 4-5 pins à 10 euros, ça double le panier moyen pour Crocs. Et ça, je trouve, tu vois, c'est ce genre d'idée. C'est l'upsell, en fait. Comment est-ce que tu peux trouver l'upsell? Parce que là, je crois Pour un que ça produit n'existait pas à la base, incroyable. tu vois. Ils ont vu leurs crocs, ils se sont dit, qu'est-ce Ouais. qu'on peut rajouter, en fait. Ça n'existait pas. Ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui va permettre aux gens de le personnaliser. Et je pense qu'en fait, ils ont juste été dans un lycée et ils ont vu les sacs à dos Eastpak avec tous les pins, les machins. Ils se sont dit, OK, mais sinon, on possède la chaussure. On peut faire le pins officiel et on va pouvoir upsell de fou parce que les gens voudront personnaliser. Et en fait, du coup, ça fait que les Crocs se vendent beaucoup mieux parce que tu personnalises ta chaussure et donc, du coup, elle a un truc qu'aucune autre chaussure. Tu peux pas vraiment, tu achètes des Nike, tu peux pas vraiment les personnaliser de la même manière. Tu parlais pas aussi un truc à l'époque, tu vois, je sais quoi, c'est Mediocre Comfort ou Mediocre Luxury. T'as un truc, t'as parlé d'un article d'un Indien sur Ouais. le fait de, justement, de passer du luxe Premium au médiocre. premium médiocre. Et je pense que les crocs, c'est un peu rentre un peu là-dedans, tu vois. Ça montre que t'as un peu rien à foutre, tu vois, quand tu mets des crocs. Et je me demande si tout est pas un peu lié aussi à ça, quoi. C'est un peu lié à ça, mais ouais, je pense que, tu vois, parce que les Crocs, c'est pas un truc, tu veux pas en racheter tout le temps. Comment tu fais revenir les gens, comment tu augmentes le panier moyen, c'est assez incroyable, quoi, la personnalisation. Mais c'est comme, tu vois, ce business, par exemple, des coques d'iPhone. Mhm. Ça aurait été dur d'imaginer que le business des coques d'iPhone allait être aussi gros, en fait. Parce que ce que tu comprends, c'est qu'il y a des personnes qui achètent genre Moi, pendant 10 longtemps, coques j'ai bugué d'iPhone. mentalement. Parce que je parlais à beaucoup de mecs qui vendent sur Amazon. Ouais. Et genre, ce mec qui fait 100 millions avec des coques d'iPhone, ce mec qui fait 100 millions, ce mec qui fait 100 millions. Non, mais c'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de téléphones, mais comment Ouais. c'est possible de vendre autant de coques des téléphones, toi? Dans tous les magasins, tu en vois partout. Et en fait, c'est parce qu'effectivement, les gens peuvent en acheter 5, 6, notamment Ouais. beaucoup les filles. 5, 6, 7, 8 Et c'est de la pour un personnalisation. téléphone. Ouais. Et ça peut se vendre. Il y a vraiment des marques qui vendent ultra cher ces coques de téléphone, qui deviennent un peu des symboles de statut et tout. Donc dès qu'un truc est visible et un peu un symbole de statut, tu vends aux gens un truc pour le personnaliser et en fait tu peux exploser le panier moyen. C'est très smart. Et je pense qu'en fait, tu vois, ici dans ce cas-là, Crocs l'ont fait. Mais tu pourrais imaginer de trouver un produit comme ça et en fait de créer un produit pour personnaliser le produit de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est ce que font les D-Brand et tout, qui te vendent en fait des espèces de stickers que tu peux mettre sur n'importe quel appareil. Genre, si tu veux, t'as la PS5, elle est toujours un truc blanc, tu peux mettre le sticker que tu veux, t'as ton Mac, t'as ton téléphone, tu peux le mettre sur tes AirPods, tu peux tout personnaliser. Et en fait, ils ont juste pris le produit de quelqu'un d'autre, mais ils se sont dit, ok, le gars qui veut personnaliser, t'as l'impression que c'est un ticket à 15 euros quand il achète son sticker. C'est Mais en fait, pas non, parce que il est addict, il va racheter tout le temps, donc finalement, c'est un ticket à le truc des classique, centaines c'est d'euros. on va vendre ça. Nous, on va vendre ça pour deux trucs. Ok. Un, c'est pour les. Alors, un, c'est sûr, l'autre, c'est pas encore sûr. Un, c'est justement pour tous les trucs Stanley. Tu vois, Ouais. les bouteilles d'eau. T'as J'étais justement en train de la, penser à ça, c'est incroyable. Ouais, ok. t'as la. Comment ça s'appelle la. Attends, je galère. Comment on appelle ça? Le quencher, non? Ouais, mais le truc pour boire la paille. La paille, T'as la paille en plastique et tu peux rajouter. Et le mot paille. Ça, je savais pas. Putain, la paille. Et tu peux rajouter un petit truc en silicone, en plastique, dessus, toi. Ouais. Et ça, on va le vendre. Tu peux vendre une petite fleur, tu peux vendre un petit personnage, peu importe. Ah ouais, je Tu l'ai peux vu. vendre ça Kim avait ça, elle avait une petite fleur. Mais après, elle l'a perdue, donc elle va en racheter une. Et maintenant, il y a aussi les sacs Crocs. C'est pas vendu par Crocs, mais en fait, t'as des sacs qui sont même modèles que Crocs, c'est un truc en plastique, et t'as des trous au milieu, et tu peux mettre ce que tu veux dans ton sac aussi, quoi.
Et ça, je pense que ça va bien exploser. Ça explose bien aux US. C'est pas encore arrivé en Europe, mais je pense que ça va arriver. Ouais. Et du coup, tu mets tes pins sur ton sac, c'est ça? Ça. Ouais, donc en fait, ouais, exactement. Bah, le Stanley, donc on te vend le petit embout avec une fleur ou avec un smiley, etc. On te vend aussi un espèce de sac avec une bandoulière pour le porter. Et en fait, il y a plein de gens qui ont créé ces produits annexes. Tu vends le truc aussi pour mettre les popcorn. En fait, tu as un truc que tu mets en bas, en dessous, comme ça tu mets tes popcorn dedans, toi. Là, il y a plein de trucs. Ouais. Ok, donc là, je pense que là-dedans, il y a plein d'opportunités qui sont intéressantes. Sur ce, on n'a pas du tout duré assez longtemps sur cet épisode pour faire le Black Friday. Je pense pas qu'on arrivera à tenir 1 heure de plus. Ce qu'on fera, c'est qu'on ajoutera juste un clip à la fin que tu nous feras quand tu auras les résultats. Après, je peux calculer un peu, il reste 40 minutes. Je peux faire une estimation. Ok, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Estimation à 40 minutes de la fin. Il faut que je regarde marché par marché. Donc, on va faire des maths mentales un peu. Ok, on peut faire marché par marché, là, comme ça fonctionne. Aux US... Ah non, je suis aux US, oui. Aux US, on va être à 150 000. Canada, on va être à 20 000. Donc, c'est toujours dans l'unité, dans la devise du pays. Est-ce que tu fais le calcul dans ta tête, là? Bah là, je suis à 170, mais vu qu'on n'est pas sur les mêmes unités, C'est à peu près. on va supposer que... Au UK, on est à 20 000. Ok. Ça compense, tu vois, ça vaut plus le pound. En Allemagne, on a fini à 70 000. Enfin, 68 000, mais on va dire 70 000. En France, on est à 35 000. Italie, décevant, 10 000. Ok. Les Italiens, je sais pas s'ils ont foutu, mais ils n'ont pas été au rendez-vous. Et l'Espagne, 10 000 aussi, ce qui est une bonne journée pour l'Espagne. Et après, tu as des pays annexes, un peu, tu as les Suède, Belgique, Pays-Bas qui montent bien en ce moment, mais qui sont pas significatifs. Donc ça fait combien le total? Ça fait 315. Je pense que c'est à peu près ça. 300 000. On va finir à un peu plus de 300 000, je pense. Donc pour un Black Friday, ça représente quoi pour toi? C'est bien, pas bien? Toi, la normale? En fait, c'est moyen, mais c'est bien dans le sens où en fait, les deals ont commencé littéralement une semaine avant, cette année. Donc, ça fait une semaine qu'il y a des deals en cours. Donc je pense, j'avais un peu la peur qu'en fait, parce qu'en fait, c'est les mêmes deals en plus. Donc il faut le savoir sur Amazon, en fait, toute la période, c'est les mêmes deals par des marques. Ok. Donc, vous pouvez acheter quand ça commence. Donc je me suis dit, peut-être les gens vont un peu se fatiguer, toi, d'avoir une semaine complète de deals. Donc tu as à peu près ce volume tous les jours ou le dernier jour est beaucoup plus gros que les autres? Aujourd'hui, c'est Black Friday. Donc le premier jour où les deals sont arrivés, je crois qu'on a fait presque 200 000. Et après, c'est stabilisé sur 50 000. Et là, du coup, tu as un pic à 300 000. Ok. Là, ça va se recalmer, je pense, 2 prochains jours, peut-être 150 000. Tu as Cyber Monday où ça va re-exploser, peut-être 300 000. Et après, ça va être aussi l'interrogation. Est-ce que les gens vont avoir tout acheté et vont moins acheter en décembre ou pas? On va voir. Et du coup, nous, notre stratégie pour cette période, et je pense que c'est la seule stratégie qui marche sur Amazon, c'est en fait, Amazon, ils te font disparaître sa page deal, en fait. Ils font comme si ça n'existait pas. Tu as un gros truc rouge, ils te mettent au fond des résultats de recherche. Donc, tu n'es un peu obligé de faire des deals, ce qui est un peu chiant. En sachant que ce qu'ils demandent, c'est généralement 15% off. Et nous, notre stratégie pour contrebalancer et garder nos marges quand même, c'est de couper la pub, en fait. Et quasiment tous les vendeurs font ça maintenant, parce que tu ne veux pas faire les deux en même temps. Si tu descends de 15%, tu gardes la pub, tu vas plus avoir beaucoup de marge. En sachant que cette période-là, c'est pas la meilleure en termes de marge, parce que vraiment, ce que tu essaies de faire, c'est un peu d'essayer d'écouler quand même pas le stock pour un peu te dérisquer. Parce qu'on est monté jusqu'à quasi, je crois, 7,7 millions d'inventaires il y a une semaine et quelques, ce qui est un point très haut quand même pour nous. Et donc l'idée, c'est quand même d'écouler un peu pour te dire qu'au moins, tu auras vendu ça. Parce que c'est un peu risqué de ne pas vendre, par exemple, pas participer au deal et t'attendre décembre, parce que si les ventes sont moins bonnes que prévu, il te reste plus de temps pour compenser. Et si t'es en janvier, tu as beaucoup de stock sur un produit qui est très saisonnier en décembre, tu es un peu coincé, tu peux te retrouver avec 1 an de stock à devoir gérer. Et un truc un peu lié à ça aussi, auquel je pensais, c'est que la plupart des vendeurs sont un peu obsédés comme métrique par le profit. Alors, c'est peut-être pire que ça, c'est que la plupart des vendeurs, et moi parfois y compris aussi, regarde après le revenu, ce qui est probablement une erreur, parce que forcément le profit c'est plus important. Mais hors profit, tu as aussi des questions qui sont un peu, je pense, underrated. Un, c'est le cash flow, c'est à quel point ça revient vite le cash. Nous, on est toujours assez dégueulasse là-dessus. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, on négocie pas vraiment avec les usines pour avoir des bons payment terms. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin, en fait. C'est un peu le problème qu'on a. En fait, un problème, c'est que vu qu'on n'a pas de dette, on n'a pas la pression il faut repayer la dette pour machin truc. Et aussi que, d'une certaine façon, et encore une fois, c'est sous-optimal en termes de business, mais je me dis c'est sain dans le sens où je peux pas payer avec de l'argent que j'ai pas, tu vois. Donc ça m'évite de prendre... parce que si tu as des payment terms et si tu payes après 60 jours, tu peux payer avec du cash que tu n'as pas encore, toi. Alors que là, je me dis que je peux pas prendre plus d'inventaire que ce que j'ai d'argent, tout simplement. Et du coup, le bottleneck aujourd'hui, est-ce que tu as un bottleneck sur le cash ou si tu avais plus de cash, tu pourrais grossir plus vite ton business? Non. Là, actuellement, le bottleneck, c'est opérationnel, purement opérationnel. C'est la grosse difficulté. Donc ça fait sens de ne pas forcément faire tourner le maximum de cash, quoi. C'est ça. Et un autre métrique qui est peut-être un des plus importants, je trouve, c'est le ROI. Donc en fait, le return on investment.
Et en fait, la plupart des vendeurs, ils pensent pas du tout. Alors que fondamentalement, c'est comme la rentabilité sur le capital investi. Et notamment, je regardais récemment des résultats financiers d'une grosse boîte Amazon au UK qui s'appelle One Retail Limited. Et ils font, je crois, 80 millions en euros, ce serait même 80 millions d'euros de ventes par an, donc un gros truc. Et sur l'année, ils tournaient en moyenne à 16 millions d'inventaire. Et ils ont fini l'année du coup 2023 avec 400 000 euros de profit. Ce qui veut dire que si tu rapportes l'inventaire au profit, ils ont 2,5% de rendement sur Ils ont l'année. mieux de liquider, de mettre dans la bourse. Exactement. Et Qu'est-ce beaucoup qu'ils moins d'emmerde, ils quoi. ont fait une très mauvaise année ou c'est la norme pour eux? Parce que, en gros, ils sont tournés à blanc, quoi. Sur 80 millions, de faire 400 000, c'est essentiellement une C'est année ça. Alors, le problème de ces boîtes aussi UK et autres, ou Allemagne quand tu regardes, c'est que, ou France même, c'est que vu qu'ils payent des impôts dessus quand blanche. même, Ouais, il faut sortir des profits. Ok. est-ce qu'ils ils ont pas des moyens d'optimiser pour Ouais. réduire, je sais pas. Mais effectivement, si c'est les vrais chiffres finaux, c'est un peu idiot, toi. Tu prends 16 millions. Parce qu'encore une fois, l'inventaire, c'est un risque, toi. C'est pas comme le cash en plus. Et même la bourse, tu peux dire que c'est un risque, mais au pire, ça descend quoi de 20-30%. Donc effectivement, dans ce cas-là, ils auraient mieux même fait, même pas en bourse, tu mets sur l'USD à 5%, ils auraient gagné plus, quoi. Sans les emmerdes, sans le risque, sans les difficultés. Dans ce cas, c'est probable qu'il y ait une optimisation et que l'argent sorte quelque part. Il peut avoir une mauvaise année aussi, en fait, ça peut arriver. Ouais. Et là où c'est un peu débile pour eux, c'est ça qui est un peu, c'est que eux, ils ont de la dette, tu vois. Donc ils ont payé genre 500 000 euros de. Mais les 400 000, c'est après d'intérêt. la dette. C'est ça. Ouais. Donc ils ont payé genre 500 000 euros sur la dette. Et du coup, si ça se trouve, en fait, sur les 16 millions d'inventaire, justement, il n'y a pas tant de capital que ça, puisqu'il y a beaucoup de dettes. Peut-être qu'ils ont, ça vient de la dette. Donc effectivement, ça peut être relativement positif, mais l'un dans l'autre, tu t'y retrouves quand même pas super bien, quoi, je trouve. Mais après, encore une fois, ça peut être une mauvaise année. Ça se trouve l'année prochaine, ils vont faire. C'est un peu le truc qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens. Parce qu'ils vont lancer les peignes anti-poux et là, c'est parti. C'est ça. Ils ont compris le ticket Non, sur Amazon. la raison des pour laquelle je produits partage pas evergreen. l'anti-pou, c'est que c'est pas un marché ouf, toi. C'est pas non plus. Tu vas pas faire un. C'est un bon marché, toi. Je trouve ça marrant que ça fonctionne, mais que c'est pas non plus le plus gros marché au monde. Forcément, le panier moyen est pas énorme, tu vois. C'est pas. Mais un truc aussi, beaucoup de gens pensent, c'est un peu l'idée, c'est que c'est débile de faire aussi peu de marge sur un business aussi gros. Mais la réalité aussi, c'est que tu as un vrai levier, quoi. C'est que si d'un coup, ils améliorent 2-3 trucs, ils passent de 0,5% littéralement de net profit de marge à l'année à genre 5%. D'un coup, c'est un putain de business. Enfin, 10%, d'un coup, c'est 8 millions d'EBITDA. Et ce qui est possible, généralement, tu peux trouver des moyens, des leviers. Tu élimines certains produits, tu gardes l'autre, tu vires quelques personnes, tu optimises la pub. Et tu peux rapidement faire tourner le truc. Alors que si tu un business qui fait 1 million, même si tu as 50% de marge, bon, ben, à un moment, tu as moins de place. Et le dernier aspect, je pense, qui est aussi sous-estimé, et je pense on a encore fait l'erreur cette année, on ne le fera plus, c'est en gros considérer le risque que tu as au niveau de l'inventaire. Et nous, à chaque fois, en fait, je me rends compte que chaque fois, on a perdu le plus d'argent, c'est qu'on a pris des produits saisonniers, en fait. Où du coup, tu es obligé de vendre sur un temps très court, et si tu te foires, t'es dans la merde. Surtout qu'Amazon a rendu ça de plus en plus punitif parce que tu as des gros frais de stockage et ça coûte très cher aussi de retirer d'Amazon. Donc une fois que tu as ton produit, t'es coincé. Nous, par exemple, on a des cas où, je crois que j'en ai parlé, mais sur les climatiseurs portables où c'est très compliqué parce qu'en fait, tu sais pas quand il va faire chaud, toi. Tu prédis pas la température. Et on s'est retrouvé avec trop d'inventaire à la fin. Personne n'achète de clip portable en octobre, tu vois. Donc t'es un peu coincé. Et aussi, un autre truc, pareil, les kayaks. Les kayaks, la production arrive en retard. Donc la livraison arrive en retard chez Amazon. On loupe une grande partie de l'été. Et pareil, les gens achètent un kayak en été. Personne ne va aller sur ce. Tu peux acheter un kayak sur Amazon, c'est livré comment? C'est des kayaks gonflables. Ouais. Ok, d'accord. Et pareil, gros problème parce que c'est un énorme produit. Donc vu que c'est un gros produit, stockage très cher, retirer ça coûte très cher. Donc tu es un peu coincé. Donc tu te retrouves le kayak, c'est un des pires produits qu'on a jamais fait où on se retrouve à le vendre à $30. Un truc qui nous coûte, nous, genre $120, toi. Donc c'est vraiment une catastrophe. Mais parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui achète à cette saison-là, quoi. Donc il faut vraiment pousser le truc à fond. Donc je pense que saisonnalité, c'est un piège. C'est un piège d'été parce que vraiment, la raison pour laquelle beaucoup de gens vont sur des produits saisonniers, c'est parce qu'au moins, ils analysent un peu le marché Amazon. C'est ce genre de marché qui sont super intéressants, tu vois, parce que tu vois une énorme demande d'un coup qui explose. Ouais. Tu vois des nouveaux vendeurs qui apparaissent, qui vendent super bien, parce que le marché saisonnier, en fait, mais pour moi, le risk-reward n'est pas si intéressant que ça au final. Parce que tu as aussi, les marchés saisonniers attirent beaucoup les tricheurs, parce que justement, c'est là que c'est le plus intéressant de tricher, tu vois. Tu arrives sur le marché, tu achètes 50 fake reviews, tu vends pendant un mois. Après, peut-être ton produit, c'est de la merde, tu te fais enchaîner par review négative, tu t'en fous un peu, t'es déjà parti, tu vois. Okay. Donc pour ces raisons, moi, je déconseillerais en tant que premier produit d'aller sur un marché trop saisonnier. J'ai un dernier truc pour toi parce qu'il nous reste encore du temps. Ça a été mentionné dans un épisode de My First Million, mais après j'étais faire mes propres recherches. C'était quand un gars est passé qui était un ancien collègue de Sean Purry, etc. Et il disait qu'il avait loué un espèce de
un énorme entrepôt à San Francisco et qu'il y avait plein de gens qui incubaient des trucs. Mhm. Il y a une idée, enfin une personne, il mentionnait un gars qui l'avait incubé qui m'avait marqué. Ça s'appelle Magical Toys. Le mec, il a dit, ok, il a fait un nounours et dedans, il a mis un chat GPT pour que ton enfant puisse parler avec une IA et tout, et lui poser des questions. Et je me dis, ça, c'est trop bien. Est-ce que t'as essayé ça avec tes enfants, de les faire parler à l'IA? Pas encore. Tu l'as essayé? Ah, c'est super marrant. Ok. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est marrant. Le problème, c'est qu'ils sont pas très patients, donc ils vont pas forcément laisser le temps. Mais tu demandes, ouais, raconte-moi des histoires, machin truc, et il va te raconter des histoires. Ouais, ça fonctionne bien. Et du coup, je me dis, putain, nounours avec ChatGPT, c'est une trop bonne idée. Tu vois, le Mhm. nounours, tu peux lui poser des questions, lui demander de t'expliquer des trucs, etc. etc. D'ailleurs, il y avait. Ouais, et du coup, je suis allé voir le truc et je me suis dit, putain, peut-être que je pourrais essayer de bidouiller ça moi-même. Tu vois, ça paraît si compliqué. Je sais pas, tu mets un nounours, tu l'ouvres, tu retiens ce qu'il y a à l'intérieur, tu colles à un téléphone et tout. Après, j'ai été voir ce qu'ils ont fait. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ultra propre. Du coup, c'est pas un nounours, enfin, c'est un petit dinosaure qui Mhm. s'appelle Dino. Original. Ils ont trouvé un moyen où tu lui parles et il te répond avec une voix un peu de personnage de cartoon. Donc je sais pas comment ils ont, parce que moi j'ai checké toutes les voix IA et j'ai pas trouvé comment faire un personnage de cartoon. Donc je pense qu'ils ont fait leur propre modèle de voix. Tu vois, ils parlent hey, salut, je m'appelle Dino et tout. Tu vois. Et ça a l'air ultra propre. T'as une petite application où tu peux voir toutes les conversations que ton enfant a Ok. eues. Tu peux même input des trucs. Tu peux dire ok, Dino, je pense que là. Donc l'exemple qui est sur leur site, c'est cette nuit, elle a fait un cauchemar, faut que tu lui parles du fait que les cauchemars, c'est pas grave, ça arrive et que Mhm. c'est pas pour de vrai et tout. Ou alors, ok, Dino, est-ce que tu peux aider mon enfant à l'encourager à apprendre à écrire ou à apprendre à lire ou lui poser des questions de maths. Tu vois, tu peux même customiser un peu le truc. Ils ont été très loin dans le truc et ça a l'air ultra propre. Et au moment, j'ai checké leur compte Instagram qui a actuellement 700 abonnés. Mais les vidéos, tu te dis putain, ce truc-là, il va être énorme, ça va être viral parce que c'est vraiment des petits gamins qui parlent à leur dinosaure. La vidéo, elle a l'air méga cool. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais acheter ce truc. Donc, ils vendent ça à $200. Et actuellement, c'est juste les $200. Est-ce que tu veux qu'on l'achète tous les deux et qu'on reporte sur le. Bah, vas-y. Bah, C'est moi, sûr. j'ai envie d'acheter ce truc. Et le truc, c'est qu'ils ont pas encore ship. Donc, ça, c'est un peu Ah. un pré. C'est un peu comme un Kickstarter, tu vois. Mhm. Et ils sont un peu en pré-vente en batch one. Et après, il y aura un abonnement. Donc, ils vont faire $200 et il y aura un abonnement. Mais ils expliquent pas sur leur site combien coûtera l'abonnement. Ok. Ils ont dit, tant que c'est en bêta, l'abonnement sera gratuit et tout. Mais logiquement, parce que je comprenais pas comment le modèle économique fonctionne si tu payes one shot et derrière, eux, ils doivent avoir des frais, etc. Mais je pense que cette catégorie de jouets connectés à l'IA, ça va être énorme. Je pense que vraiment, les gens vont kiffer parce que c'est très. Tu vois, d'un point de vue visuel, ça va être très fort pour montrer ça sur des Reels sur Instagram. Et après, quand les enfants vont le voir, tous les autres, ils vont le vouloir, tu vois. Et je pense que Et c'est une tu peux le vendre alternative sur un truc plus éducatif. saine aussi au dessin animé, toi. Lui, Parce que eux, ils le justement- positionnent comme l'iPad killer. C'est ça. C'est L'iPad, ouais. divertir ton enfant sans screen time. Mhm. Moi, je le vois à 100%, tu vois. Ah, parce que Ouais. c'est interactif. Ouais. C'est- Mais gamine, tu vois, elle est là, elle joue beaucoup avec ses poupées et tout, mais tu dis, ok, t'as une poupée et tu peux lui parler, avoir une conversation avec elle, lui raconter des trucs, et elle te répond, et tu lui poses des questions, elle sait tout ce que tu peux savoir. Enfin, je trouve ça incroyable. Idée incroyable. Et donc, du coup, l'argument qui était dans My First Million, le débat plus large qu'ils avaient, il disait que la sagesse populaire en Silicon Valley, c'était que faire du hardware, c'était trop dur. Parce que ça coûte trop cher, il faut lever énormément d'argent pour pouvoir le faire. Ça coûte énormément d'argent à développer. Après la production, c'est compliqué, etc. Et l'argument du gars, c'est que, en fait, actuellement, c'est en train de devenir beaucoup plus facile. Parce que il y a les Arduino, etc. Donc, en fait, tu peux avoir des systèmes qui sont déjà faits et tu combines juste différents éléments. Donc là, C'est je open suppose source, ouais. que là, il lui faut juste le board, il lui faut une puce Wi-Fi, il lui faut un micro et un haut-parleur. Mhm. Et après, derrière, à mon avis, ils ont pas mal de software parce qu'ils ont une app et tout où tu peux voir toutes les conversations de ton enfant et avoir des inputs. Mais en gros, Mais c'est basé sur GPT, donc ça peut être un GPT développeur. Ouais. L'app, ça peut être assez Ouais, simple. l'app, ils ont un peu de software, mais tu vois, ils ont le GPT, donc ils interagissent avec l'API. Et puis après, ils ont fait un truc sur la voix, donc je pense qu'ils passent par autre chose pour la voix. Et ils ont peut-être, tu vois, traîné un truc Eleven Labs, etc. Mais d'un point de vue software, c'est assez simple. Mais la partie, du coup, hardware, ils n'ont pas eu besoin, eux, de développer un truc à partir de zéro. En fait, ils ont juste un jouet. Donc, c'est un assez gros truc. Donc, je suppose que dedans, ouais, il faut la batterie aussi. Donc, il y a une batterie, je pense, et ce truc-là, mais ça n'a pas l'air si complexe que ça. Bon, en vrai, je pense que dans la pratique, c'est plus dur. J'ai vu un gars un jeune sur YouTube qui dit ok, j'ai drop out de genre Berkeley, je pense, donc grosse université américaine, pour créer un appareil qui va vous empêcher d'être addict au téléphone. Ok. En fait, il a créé un petit boîtier qui fait plein de fonctions, genre ça fait timer, etc. C'est un peu une version ultra simpliste d'un téléphone qui est là pour te sauver du scrolling. Donc, c'est une catégorie d'appareils qui est très populaire en ce moment. Il y a le Daylight Computer, par exemple, qui est un espèce d'iPad, mais avec
avec un écran e-ink à la Kindle, où tu peux prendre des notes, etc. Il y a Remarkable qui a fait une tablette un peu pareille là-dessus. Moi, j'ai pensé, est-ce qu'un pager, ça pourrait pas revenir à la mode? Parce que pager, c'est juste pour signaler quand il y a un problème. Mais en fait, parce que généralement, l'argument, c'est ça, c'est que, ok, je veux pas avoir mon téléphone, mais si mon enfant m'appelle ou machin truc, ou il y a une catastrophe, on a besoin de moi, je veux pouvoir être au courant, tu vois. Voilà. Du coup, tu pourrais prendre la version la plus minimale, qui est un pager. Et en gros, truc qui fonctionne très bien là-dessus, c'est l'Apple Watch, par exemple. Notamment si tu fais Apple Watch cellulaire, parce que du coup, sur Apple Watch, tu vas pas t'amuser à... Ouais, c'est chiant. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas scroller, t'as aucun réseau social, etc. Mais par contre, tout ce qui est texto, ça fonctionne très bien. Et tu peux le faire en vocal et tu peux recevoir toutes tes notifications. Et donc, du coup, il y a justement des gens qui font des espèces de... Ils font une espèce de coque où tu mets ton Apple Watch dedans, qui ressemble en fait à un iPod. Donc, c'est rétro. Tu vois, en fait, il dit, OK, on a fait un nouvel iPod, mais évidemment, tu peux pas vraiment faire un iPod, mais en fait, c'est juste une Apple Watch avec une coque. Et là où je veux en venir, c'est que ce mec-là que j'ai vu sur YouTube, c'est un jeune qui a développé son appareil. En fait, il a développé son prototype et son appareil et il va le vendre. Et en fait, il est tout seul. Il bidouille juste avec des composants que tu peux acheter sur le marché. Et il a réussi à créer un petit appareil qui fonctionne. D'un point de vue, je pense, fonctionnalité, ce sera assez simple, tu vois. Et je pense que ça sera plus vendu sur le marketing de réussir à t'émanciper de la technologie, puisque actuellement, c'est un pitch qui fonctionne bien. Mais en fait, il arrive à le faire tout seul, sans avoir levé d'argent, juste avec des composants qu'il trouve et il peut faire son proto. Et donc, je pense que là-dessus, il y a une catégorie nouvelle qui arrive. Et le truc spécifique de connecter avec l'IA, ça peut être vraiment génial, quoi. Notamment si tu fais... même tu et ça peut apprendre à connaître l'enfant, en fait. Et du coup, tu auras la rétention avec ça, quoi. Ouais. C'est qu'il sait comment parler à l'enfant, il connaît un peu ses habitudes, machin truc, ses intérêts. Et tu vois, parfois, en fait, il y a un use case qui est tout con, hein, mais c'est... Parfois, le soir... Tu lui parles et tu fais OK, maintenant c'est l'heure de dormir. Mais non, reste avec moi. Vas-y, Dino, fais l'éducation à la place. Non, en fait, tu fais OK, vas-y, raconte une histoire, tu vois. En fait, si tu lui racontes une histoire, elle va s'endormir. Mais si toi, t'es là, peut-être que du coup, le jouet est pas une bonne idée. Parce que si moi, je suis là et que je suis avec elle pendant qu'elle va dormir, elle va continuer à me parler, à me parler. En fait, je vais la surstimuler, elle s'endort pas. Et si je pars et je la laisse tranquille, elle va s'endormir en 5 minutes. Donc peut-être que pour le coup, le jouet n'est pas un bon use case dans cette situation. Mais globalement, ça peut être un bon truc. D'ailleurs, il y avait un tweet viral de Andrew Wilkinson qui avait dit « J'ai donné ChatGPT à mon enfant, il a parlé avec pendant 45 minutes, c'était trop cool, il lui a posé plein de questions. » Ça avait fait 12 millions de vues. Les gens dans les commentaires étaient furieux contre lui, quoi. Okay. Tout le monde dans les commentaires était en mode « Mais non, mais je suis sûr que ton enfant préférait à parler à son père plutôt que parler à un ordinateur. » Les gens sont tellement cons ce genre de truc, quoi. C'est complètement con. Ouais. Tu vois, à aucun moment il dit que c'est une alternative à passer du temps avec son enfant. Évidemment, le ChatGPT il va pas élever ton enfant, mais si ton enfant il a des questions, il veut interagir avec un truc, etc. De la manière où finalement tu vois l'iPad qui est beaucoup décrié, le fait que l'enfant puisse interagir directement avec un ordinateur d'une manière plus simple que d'avoir un clavier et une souris, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Après, je pense que ça dépend ce que tu fais sur l'iPad et que si tu scrolles sur YouTube, l'enfant va naturellement aller vers le truc, la dopamine la plus merdique possible. C'est un peu le problème, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, ma fille, au départ, elle était un peu sur YouTube, etc. Mais YouTube, ça l'intéresse moins. Et là, elle est en fait sur des jeux où tu construis ta maison. C'est ce qui est très bien. Mais je pense que le problème, c'est un peu les jeux un peu énervés où tu enchaînes. Un truc aussi intéressant, parce qu'on nous vend toujours, tu sais, moi, je croyais pas, le fait qu'en gros, la version chinoise de TikTok, de Douyin, ce soit une version, tu sais, on nous dit TikTok, on abrutit les gens dans l'Ouest. Douyin, là, on leur montre de l'opéra, on les éduque, les élèves, on élève leur âme. Toi, tu n'avais pas entendu parler de ça un peu? J'avais pas entendu parler de ça. Et en fait, c'est partiellement vrai, dans le sens où Douyin, t'as pas de truc un peu sexuel, donc t'as pas de filles qui dansent, peu importe. Okay. Par contre, ça reste du contenu, il y a pas mal de contenu un peu débile, tu vois. Et donc, notamment, les enfants qui utilisent. Les enfants chinois, ils sont pas très devenir des génies en étant sur leur téléphone. Trop conseil parce que tout le principe de TikTok, c'est qu'il y a un algorithme qui demande exactement ce que tu vois et qui est addictif. Enfin, tu vois, TikTok, c'est la théorie, c'était ça. En gros, on envoie ça, on laisse ça en libre service en Europe ou en US, mais en Chine, on va contrôler l'algorithme pour qu'il donne des trucs un peu éducationnels qui soient. Mais si c'était le cas, du coup, les gens le regarderaient pas autant et ça marcherait pas autant en fait. Bah, si c'est la seule alternative. C'est ce que je veux dire. Si au final il n'y a pas de software qui est d'app qui soit plus débile. Sur WeChat ou quoi. Bah pareil, en fait l'idée c'est justement qu'en fait c'est plus ou moins contrôlé comme ça. Okay. Et c'est en partie vrai parce qu'encore une fois il y a très peu de contenu sexuel ou qui puisse être tendancieux ou peu importe. Donc ça doit montrer qu'il y a un filtre en place quoi. Okay. À ce niveau-là. Donc tu l'as essayé? Du coup j'ai essayé parce qu'en fait là on était et d'ailleurs j'en parlerai peut-être dans le prochain épisode. On a fait notre company retreat, c'est une entreprise et là notamment on a un couple de Chinois qui travaillent pour nous. Qui ont une fille qui a le même âge que mon fils et qui est beaucoup sur son téléphone sur TikTok. Et sur TikTok, c'est pas du génie. Enfin, c'est pas des trucs très intéressants, c'est des trucs pour enfants un peu débiles, quoi. Donc, théorie débunkée. Théorie débunkée. Ouais. Mais je pense que, après, tu vois, dès que t'es sur un truc... Du coup, en fait, tous les enfants sont des abrutis. Mais toi, c'est égal. C'est ça. Là, c'est vraiment mon dieu mondial. C'est tous des abrutis, quoi. Mais là, sur une IA, tu as pas mal de contrôle, tu vois, en termes de prompt. Si tu fais, OK...
fais-lui des quiz À sur fond. tel sujet. L'IA, et tu vois, chaque fois qu'il parle, il fera des quiz sur tel sujet. Du coup, tu auras un master prompt et un enfant prompt, tu vois. Ouais. En fait, du coup, il n'y a que le parent, c'est ça, ce qui est des qui va dire et puis l'enfant ne pourra pas. Et c'est vraiment ça, il y a de derrière, il y a un master prompt qu'eux ils ont fait pour que tu vois, le C'est truc ça. il dit tu parles à un enfant, tu vois. C'est un Tu parles à un enfant de killer 5 ans, ouais. lui sors pas des analyses, des bullet points et des machins, tu vois. Mhm. Et moi, le use case qui m'intéresserait le plus de ça, c'est assez spécifique. Mais ce serait de faire genre un jouet comme ça, mais qui parle en français en fait. Pour apprendre, un peu un prof de langue, pour apprendre aux enfants le français. Et en fait, leur faire pratiquer, tu vois. Parce que moi, je me dis, en fait, avec les enfants, pour apprendre le français quand ils habitent pas en France, peut-être que ça serait aussi simple que leur faire réviser régulièrement les flashcards, leur faire réviser des mots, tu vois, construire un peu le vocabulaire, etc. Et avoir une personne avec qui ils peuvent interagir qu'en français. Et potentiellement, tu vois, tu fais un petit prof de langue et tu peux acheter dans toutes les langues ton jouet et l'enfant il Est-ce devra que tu parler mets dans le cette dessin langue. animé en français ou pas? Ou tu les mets en anglais? Un mix? Ah ouais, en fait, on peut faire un mix, mais ils comprennent pas vraiment le français, en fait, c'est pas le problème. Mhm. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer en français. Parce que comme ils savent que moi, je comprends aussi l'anglais, ils peuvent moi aussi me parler en anglais. Et moi, je vais pas les faire chier à chaque fois à se faire répéter en français. Donc le truc de spécifiquement s'exprimer en français, ça manque un peu. Parce qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qu'on connaît qui... Enfin, toutes les personnes qu'on connaît qui parlent français, ils parlent aussi anglais. Tu vois, donc c'est plus quand on va en France et qu'il y a d'autres enfants, ils sont obligés de parler en français, là ils parlent en français, ou quand ils parlent à mes grands-parents, des trucs comme ça. Et je me dis, un jouet comme ça, où en fait tu peux lui dire plein de trucs et lui raconter plein de trucs, mais te répondra que si tu lui parles en français, bah en fait tu vas être assez vite forcé. Je pense que pour un enfant, ça peut l'aider à se forcer à faire. Et en fait, ça pourrait marcher dans toutes les langues. Pour les gens qui sont en France et qui veulent que leur enfant parle anglais. Et même pour les adultes, même pour les adultes, ça donne. à parler espagnol. Ouais, même pour les adultes, ça donne un. D'ailleurs, ils commencent à faire des pubs comme ça. Ouais, Je sais pas si t'as vu les passer les pubs où justement ils disent que c'est une IA et tu lui parles et tu dis, il va te corriger en fait. Donc si tu dis fais une erreur de français, il va te dire bah non, en fait, faut le dire comme ça quoi. Ça, je pense qu'il y en aura beaucoup, mais là pour le coup, c'est plus du. Bah, c'est juste des apps quoi. C'est juste ça, mais pas besoin d'avoir un dinosaure. un dinosaure. Sauf si tu fais l'argument de dire ouais, mais t'es sur ton téléphone, tu vas faire autre chose, on te donne un appareil qui est 100% dédié. On te donne un petit dinosaure qui va t'apprendre à parler. Mais tu vois, ça. À mon avis, ça, tu vois, cette catégorie-là, ça va exister. Tu vois. C'est pas trivial à faire, même si le mec dit ok, c'est plus facile à faire qu'il y a 15 ans, mais c'est pas trivial à faire. Mais je pense qu'il y aura une vraie catégorie et c'est clair que sur les jouets pour enfants, les gens sont prêts à payer. Tu vois. Moi, je me dis $200 le dinosaure, tu vois, ça m'a pas choqué non plus que ça. Et c'est pas rien parce que tu développes une app IA pour la vendre $200, tu vas dire qu'il y en a une pléthore, mais là en fait c'est vraiment différencié. Et surtout, c'est pour ton enfant et tu es en mode ça va vraiment l'aider. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. À la semaine prochaine.